Et salutations chers camarades et bienvenue dans cette dernière vidéo de cette série de lectures approfondies du discours de la servitude volontaire par Étienne de la Boétie. On a vu la dernière fois les stratégies des tyrans pour abrutir les peuples, notamment par les plaisirs immédiats, par l'usage des superstitions, des symboles, de la religion, pour susciter du mystère et de l'admiration. Mais la tyrannie ne se limite pas qu'à ça, et le tyran, en fait, selon la Boétie, n'est pas déjà le seul à régner, en fait, mais il a des complices, ce qu'il appelle les tyrannos. Alors, c'est quoi exactement les tyrannos? C'est ce qui fait tout le pouvoir du tyran, en fait, rien que ça. Dès le début de cette partie, en fait, la Boétie nous dit qu'il va nous parler du secret de la domination, du soutien et du fondement de toute tyrannie, et tout, en fait, repose sur ces tyrannos. Donc, c'est qui exactement ces tyrannos? Alors, la Boétie nous dit que la première chose à faire, c'est déjà écarter une erreur que beaucoup de gens font lorsqu'ils s'imaginent les agents qui servent ou réalisent le pouvoir du tyran. On a par exemple souvent l'impression que les albardes, les gardes, les guets servent à protéger le tyran. Son pouvoir s'exercerait parce qu'il a des hommes chargés de le garder et d'éliminer tous ceux qui viendraient le menacer. Les albardes sont des armes qui servent à la fois de lance et de hache, ce sont des armes que les gardes royales souvent possèdent, et du coup on pense que c'est ça en fait qui permet au tyran de faire ce qu'il veut de ses sujets. Il a à sa disposition, à sa guise, une armée qu'il peut lâcher sur tous ceux qui le contestent, ceux qui dissuadent toute résistance à la servitude. On se dit qu'on n'y peut rien parce qu'il y a tant de soldats, tant de policiers, tant de gardes armés avec lui, quoi, et du coup, on subit et voilà, on se tait. Or, selon la Boétie, là, on se trompe. Le tyran, en fait, ne se fie pas du tout à ses gardes, il ne compte pas du tout sur eux pour le protéger en cas d'invasion, ou en cas d'attaque, ou en cas de révolte. La Boétie nous dit que, en fait, leur rôle, c'est de servir d'épouvantail. Ils sont là seulement pour dissuader, et juste ça, en fait, ils sont là pour dissuader, certes, qu'on attaque le tyran, mais si on l'attaque, en fait, ils n'arrêteront pas les assaillants. Ils dissuadent plus qu'ils ne protègent, en fait. Et en cas d'attaque, ces gardes ne lui seront d'aucune utilité. Ils sont là juste pour la forme, pour donner l'illusion de son pouvoir. La Boétie dit, les archers barrent l'entrée des palais aux malhabiles qui n'ont aucun moyen de nuire, non aux audacieux bien armés. Donc voilà contre qui en fait ces gardes ont un pouvoir qu'envers ceux qui sont inoffensifs en fait. Mais face à la vraie menace, face à des individus qui sont audacieux et bien armés, c'est juste en fait des hommes de paille. La Boétie donne l'exemple de tous les empereurs romains qui ont été assassinés. Leurs gardes, peu importe leur nombre et leur gabarit, n'ont jamais empêché le coup de dague ou le coup de poignard de les atteindre. Ils n'ont jamais empêché le poison de se faufiler dans leur vin, que ce soit par des personnes qui ne figurent pas parmi leurs gardes, mais aussi parfois ce sont ces mêmes gardes qui les assassinent. On compte près d'un tiers en fait des empereurs qui ont été assassinés par leurs soldats. La Boétie dit d'ailleurs qu'il y en a plus qui sont morts assassinés par leurs propres archers que ceux qui ont survécu ou échappé à la mort grâce à leurs archers. Du coup, en fait, la Boétie l'affirme, ce n'est pas le grand panel de démonstrations militaires ou policières qui fondent le pouvoir du tyran. Il dit, ce ne sont pas les bandes de gens à cheval, les compagnies de fantassins, ce ne sont pas les armes qui défendent un tyran, mais toujours, on aura peine à le croire d'abord, quoique ce soit l'exacte vérité, 4 ou 5 hommes qui le soutiennent et qui lui soumettent tout le pays. Voilà, en fait, tout son pouvoir se résume à juste 4, 5 ou 6 personnes uniquement. Et toute l'emprise, en fait, du tyran découle de cette petite clique. C'est eux, comme dit la Boétie, qui lui soumettent tout le pays. Voilà, en fait, toute soumission de toute une nation, voire même de plusieurs nations, genre tout ce bordel qu'on endure, qui nous donne l'impression d'être un supplice interminable et qui nous dépasse, tout ça, en fait, c'est à cause d'une clique de 6 personnes. C'est eux le vrai problème, en fait. C'est eux les complices, c'est eux les tyrannos. C'est eux qui mettent, en fait, le pays sur un plateau et le lui apportent. Ils sont, en fait, le cercle restreint du tyran, ceux qui ont accès et chuchotent à son oreille. C'est genre les Jaffars, c'est les vizirs, c'est les ministres, les conseillers, c'est les proches du roi, et qui tirent, en fait, les ficelles depuis les coulisses. Il ne s'agit pas, en fait, de dire que le tyran est juste une victime manipulée, bien sûr que non. Genre, certes, ces 6 complices peuvent aller de leur propre volonté vers le roi pour
réaliser leurs propres projets malsains à eux, mais souvent ils sont convoqués par le roi lui-même pour, selon la Boétie, pour être les complices de ses cruautés, les compagnons de ses plaisirs, les macros de ses voluptés et les bénéficiaires de ses rapines. Ces-ci dressent si bien leur chef qu'il en devient méchant envers la société, non seulement de sa propre méchanceté, mais encore des leurs. Alors déjà, voilà, la Boétie ne dit pas qu'à la base, en fait, les chefs sont toujours bons, mais ils sont corrompus par ses conseillers, comme si, en fait, pour suggérer que le système politique, la monarchie elle-même, est toujours bonne et que tout problème ne peut survenir que de l'extérieur, genre arrive un virus ou un parasite qui a corrompu le bon roi, que si on doit, en fait, corriger un problème, ça ne doit jamais conduire à une remise en question du régime lui-même, genre la monarchie doit rester, s'il y a des problèmes, il faut aller les chercher ailleurs. Vous avez toujours, en fait, cet archétype dans plusieurs films, genre le roi, le sultan, l'empereur est toujours bon, mais il y a un ou plusieurs ministres qui, eux, ils sont corrompus, et tu sais qu'ils sont corrompus parce que toujours ils correspondent à des clichés racistes. Mais en tout cas, c'est pas ça que dit la Boétie. La Boétie ne dédouane pas l'ordre social et politique de son temps. Il dit que le tyran est tout aussi corrompu et cruel que ses sbires, que le roi peut se corrompre lui-même. C'est pour ça d'ailleurs qu'il peut les appeler lui-même. C'est pour ça que parfois, ou souvent, c'est le tyran en fait qui appelle ses tyrannos. Le tyran appelle ces individus parce qu'il sait, par exemple, à l'avance, qu'ils vont amplifier son pouvoir, qu'ils vont lui être utiles pour qu'il devienne de plus en plus cruel. Mais même si, en fait, c'est eux qui vont vers lui, que lui, il les a pas appelés, ça ne signifie pas que le roi était bon à la base. Ils peuvent se diriger vers lui, car ils sont déjà attirés par sa cruauté. Donc, par exemple, un peu plus loin dans le texte, il va comparer la cruauté du tyran à une tumeur. La Boétie dit que selon les médecins de son époque, lorsqu'un corps développe une tumeur, tout le mal du corps va se concentrer à cet endroit malade. Autrement dit, en fait, une zone pourrie va attirer le reste de la pourriture. De la même manière, en fait, quand un roi devient un tyran, les pires éléments du pays, pas juste les petits voleurs sans importance, mais ceux qui ont beaucoup d'ambition et de cupidité, ils vont se rassembler autour de lui. Il va naturellement les attirer. Ils le soutiennent parce qu'ils veulent profiter de ses abus. C'est comme ça, en fait, qu'ils deviennent des petits tyrans. C'est ça, les tyrannos. Il dit, dès qu'un roi s'est déclaré tyran, tout le mauvais, toute la lie du royaume, je ne dis pas à un tas de petits friponneux et de faquins qui ne peuvent faire ni mal ni bien dans un pays, mais ceux qui sont possédés d'une ambition ardente et d'une avidité notable se groupent autour de lui et le soutiennent pour avoir part au butin et pour être sous le grand tyran autant de petits tyrannos. Donc voilà, en fait, en voyant une corruption ou une cruauté se développer chez un roi, ces gens, en fait, ils vont s'en rapprocher car ils espèrent eux aussi avoir un bout du pouvoir, devenir des petits tyrans à leur tour, sous sa protection, quoi. Et donc ainsi, le tyran et les tyrannos amplifient la cruauté des uns et des autres. Tout ce qu'ils font, c'est amplifier la cruauté déjà existante du tyran pour en tirer en fait un plus gros profit. En gros, un tyran, c'est un peu comme une infection, il attire les pires gens du pays qui viennent profiter de lui et deviennent des tyrannos eux-mêmes. Et petite parenthèse, il ne parle pas en fait des simples petits voyous ici, la Boétie. Dans le texte ancien, en fait, à la place de friponneux et de faquins, il y a les larronaux et les essorilés. Donc les larronaux, c'est en fait les petits voleurs qui ne dérobent que des objets de petite valeur, et un essorilé ou essorillé, je suis pas sûr, il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, un essorillé ou essorilé, c'est quelqu'un en fait à qui on a coupé un bout de l'oreille. C'était en fait un châtiment pour les voleurs au Moyen-Âge, on les mutile dans un endroit qui est visible pour qu'ils ne trouvent pas d'emploi en fait dans la fonction en fait dans les églises ou dans les magistrats, quoi. Voilà. C'est genre en fait voilà, tout le monde, c'est visible en fait, tout le monde sait que t'es un voleur, et donc du coup comme ça tu peux pas être embauché tu peux pas travailler dans certaines fonctions, quoi. Donc ceux qui sont attirés en fait par la cruauté du tyran, ça va pas être en fait les pickpockets, ça va pas être les petits faquins là, mais ça va être des salauds qui ont de l'ambition et qui ont déjà en fait du pouvoir. Les faquins, eux, à la limite, ils seront attirés par les tyrannos qui sont juste au-dessus d'eux. Au plus bas de l'échelle en fait des tyrannos, on trouve les grands voleurs et les corsaires, les pirates qui sont au service de la couronne, qui pillent pour le roi. Et les grands voleurs, c'est ceux qui courent le pays, qui font des embuscades et qui massacrent leurs victimes pour leur soutirer absolument tout. Voilà, c'est du crime organisé, quoi.
quoi. Et concernant les corsaires, eux, ils vont en fait pourchasser, ils vont guetter, ils vont dépouiller les voyageurs en complaisance avec les autorités. Ils volent et pillent en échange d'une partie du butin. Les autorités, en fait, les laissent tranquilles ou même les protègent. Hein. C'est comme ça d'ailleurs que les pirates qui terrorisaient la Méditerranée à l'époque de la République de Rome fonctionnaient. Pour échapper à ceux qui les combattent, en fait, ils vont attirer à leur alliance plusieurs grandes villes, hein, dans les havres, qui en échange en fait d'une part du butin de leur pillage, ils vont leur offrir des cachettes, quoi. C'est ce que faisaient les pirates ciliciens. Les pirates ciliciens, pas siciliens, ciliciens, c'est genre une petite province romaine en Asie mineure, c'est ce qu'ils faisaient face à Pompée, hein, le général romain qui les combattait, et même si au final, celui-ci les a vaincus. Voilà, donc on ferme la petite parenthèse. Donc bref, même si on a vu la dernière fois que la Boétie ne remettait pas tant en question la monarchie, et que depuis le début du discours, il disait qu'il ne cherche pas à débattre de la légitimité de la monarchie, ou de son efficacité par rapport à d'autres formes de gouvernement, il admet néanmoins que le tyran peut être tout aussi cruel que ces 6 individus, hein, que ces 6 tyrannos qui sont ses complices. On a vu aussi la dernière fois qu'il peut admettre, en fait, que la Boétie peut admettre l'existence de bons rois, hein, de rois qui ne sont pas des tyrans, mais ils peuvent devenir des tyrans. Hein, et un tyran est toujours mauvais parce qu'en fait, il a déjà de la méchanceté en lui. Il y a là la question de est-ce qu'un bon roi peut être corrompu par ces tyrannos, hein, bon, bah, c'est possible. Hein. Ce qui est sûr, c'est que ces 6 connards-là sont la source du mal. Soit ils vont corrompre le bon roi, soit amplifier la corruption du tyran et la rendre en fait insupportable. Donc bref, la méchanceté ou la cruauté du tyran envers la société et son peuple, soit n'existait pas avant, mais c'est eux en fait qui la créent en transformant un bon roi en un tyran, soit elle existait déjà avant l'implication de ses complices, mais juste qu'avec eux, elle empire. Mais du coup, si au final, il n'y a que 6 personnes qui augmentent la cruauté du tyran parce que c'est eux qui mettent à sa disposition tout le pays, comment ces 6 individus ont réussi à avoir en fait le pays pour le donner? Bah en fait, c'est là où on arrive à la pyramide du pouvoir. Il y a une hiérarchie qui se forme et qui constitue l'édifice du pouvoir du tyran. Parce que le tyran, ok, il a ses 6 petits tyrannos sous sa coupe, mais eux, ensuite, ils ont 600 parasites sous leur influence qui leur donnent en fait tout le pays, et ces mêmes 600 ont 6000 autres sous leur botte, et ces 6000, ils ont 6 millions, etc. Et ainsi de suite, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça signifie que le modèle, en fait, du rapport entre le dominant et le dominé doit être reproduit à l'échelle de la société. Il dit, ces 6 en ont sous eux 600, qu'ils corrompent autant qu'ils corrompent le tyran. Ces 600 en tiennent sous leur dépendance 6000 qu'ils élèvent en dignité. Ils leur font donner le gouvernement des provinces ou le maniement des deniers afin de les tenir par leur avidité ou par leur cruauté, afin qu'ils les exercent à point nommé et fassent d'ailleurs tant de mal qu'ils ne puissent se maintenir que sous leur ombre, qu'ils ne puissent s'exempter des lois et des peines que grâce à leur protection. Grande est la série de ceux qui les suivent, et qui voudra en dévider le fil verra que non pas 6000 mais 600 000 et des millions tiennent au tyran par cette chaîne ininterrompue qui les soude et les attache à lui, comme Homère le fait dire à Jupiter qui se targue en tirant d'une telle chaîne d'amener à lui tous les dieux. Donc voilà comment en fait le pouvoir arrive entre les mains du tyran. C'est par accumulation depuis le bas de l'échelle. Une personne X par exemple en domine 3, puis cette personne en fait avec 3 autres est dominée par une seule personne Y. Du coup Y domine 6 personnes, les 3 en fait dominés par X et 2 autres du niveau de X, hein. Puis Y est dominé par une personne Z qui domine tous ceux que Y domine et tous les autres du rang de Y, etc. Et donc du coup, en fait, le pouvoir monte. Il passe d'une classe à une autre jusqu'à ce qu'il s'accumule entre les mains de la clique de 6 personnes qui ensuite servent ce pouvoir au tyran. Et la Boétie nous dit que leur stratégie pour garantir cette subordination des 600, des 6000 et des 6 millions, c'est qu'ils les élèvent en dignité. Il ne s'agit pas vraiment en fait de dignité, hein, comme on l'entend ici, parce que aux yeux de la Boétie, les personnes qui prennent ces positions de pouvoir sont tout sauf dignes. Mais en fait, ici, par dignité, il s'agit du prestige. Les élèves en dignité, en fait, c'est-à-dire qu'ils leur donnent du prestige. C'est la technique des empereurs perses, par exemple. Ils te disent, travaille pour nous, mais à genoux ton peuple, ou des gens libres, qui est le pire crime, hein, en fait, que tu peux commettre pour la Boétie, hein, c'est-à-dire priver quelqu'un de sa liberté, et tu auras de la richesse, tu auras du statut social, etc. Bref, c'est par tant
tentation et vanité qu'il te tourne en fait contre tes frères libres et égaux. Donc on a l'organisation pyramidale suivante du pouvoir. Tout en haut par exemple, vous avez le tyran, hein, c'est le roi en fait absolu, hein, puis sous lui vous avez 4 ou 5 ou 6 voilà, les favoris du roi, ses bras droits par exemple, ses conseillers proches, ses ministres de confiance, des maîtresses influentes aussi. Ceux-là en fait, ils ont sous leur contrôle 600 personnes hein, qui correspondent aux grands seigneurs, aux membres du conseil royal, au père du royaume, les évêques très puissants, etc. Et ensuite, dans les 6000, on trouve les gouverneurs de province, les intendants, les percepteurs, les officiers royaux, les abbés de grands monastères, les évêques provinciaux, etc. Les intendants, en fait, sont des hauts fonctionnaires nommés par le roi pour gouverner une province au nom de l'État central. Et les percepteurs, c'est ceux qui, en fait, prélèvent l'impôt. Il est très intéressant en fait de noter, comme le fait la Boétie, que ces 6000 sont les plus abjects moralement parlant de tous. Ils sont avides et cruels et c'est pour ça en fait que c'est eux que les 600 placent dans ces positions. Plus on descend dans l'échelle du pouvoir, plus en fait on s'approche des démunis et donc du coup plus la cruauté devient directe et sans contrôle. Des 600 et au-delà, hein, la violence ne s'exerce pas en fait de manière directe mais passe par plusieurs institutions ou administrations. C'est une violence à petit feu et un peu éloignée. Par contre, elle est maintenue par une violence qui est beaucoup plus directe et beaucoup plus cruelle au niveau local. Cette violence directe est excessive. Hein. Donc, quel est son but en fait, si ce n'est dissuader de voir ce qui se cache derrière les murs des châteaux et des palais, pour maintenir le peuple en fait dans la peur et l'ignorance. Et ainsi, ces 6000 hein, ou ces 6 millions, ces intendants et ces percepteurs peuvent bénéficier de la protection la plus efficace de la part de ces 600. Comme dit la Boétie, hein, ils peuvent transgresser toutes les lois qu'ils veulent, ou tous les droits humains. Ils peuvent échapper d'ailleurs à toutes les peines, parce qu'ils seront toujours protégés par leurs supérieurs, qui leur permettent de satisfaire leurs plaisirs les plus sadiques. Et puis en fait, voilà, ces 6000, eux aussi, ils ont sous leur botte hein, des millions de sbires, des petits fonctionnaires, des petits nobles, des officiers subalternes, des notaires, des soldats, des clergés, des prêtres de paroisse, etc. Si on doit leur donner des équivalents modernes, alors tout en haut, en fait, vous allez avoir comme, par exemple, un président autoritaire, hein, voilà, une espèce de dictateur ou bien un PDG d'un géant mondial, par exemple. Hein. Celui-là, il va avoir son cabinet restreint, hein, c'est-à-dire ces petits stratèges de l'ombre, des lobbyistes de haut niveau. Puis vous allez avoir les ministres, les sénateurs, les présidents d'assemblée, les hauts dirigeants, et ensuite vous allez avoir les préfets, les directeurs régionaux, les hauts fonctionnaires, les inspecteurs généraux, les agents du fisc, et enfin vous allez avoir les fonctionnaires subalternes, hein, c'est les agents du terrain, quoi, genre les flics, par exemple, ou bien les élus locaux, etc. Donc, ils sont tous, en fait, enchaînés les uns aux autres, et s'accumule, en fait, tout au bout de la chaîne, la botte du roi. Celui-ci, d'ailleurs, en fait, est comparé à Zeus dans l'Iliade, hein, plus exactement, au début du chant 8, où Zeus convoque une assemblée de tous les dieux au sommet du mont Olympe à l'aube. Il les avertit, en fait, de ne pas interférer dans le destin qu'il a prévu concernant la guerre entre les Troyens et les Achéens, hein, les Grecs, quoi, en leur rappelant qu'il peut tous les buter s'il veut. D'accord, c'est Zeus qui rappelle aux dieux qu'il peut tous les tuer s'il le veut. Il leur dit que même si tous les dieux et déesses unissaient leurs forces pour le faire descendre du ciel à l'aide d'une chaîne d'or, bah, ils échoueraient en fait. Mais que lui, en fait, s'il le voulait, il pourrait tous les soulever en tirant sur cette chaîne, ainsi que la mer et la terre, quoi, et les suspendre comme ça dans les airs. Donc le tyran serait un peu comme ça. Il est celui qui est au bout de la chaîne comme Zeus et qui entraîne tout le pouvoir vers lui. Bon, après, je ne pense pas que la métaphore fonctionne ici, parce que dans l'Iliade, Zeus est vraiment capable de tirer les dieux et le monde entier vers lui en tirant sur la chaîne. Hein. Il a vraiment la force de le faire, il a vraiment la force en lui. Alors que dans le cas de la Boétie, en fait, ce tyran dont il parle, il n'a le contrôle sur rien, en fait, et qu'il suffit juste que même les saints qui lui donnent le pouvoir tirent la chaîne de leur côté, et le tyran, il va s'effondrer et il va s'écrouler, quoi. Quoi qu'il en soit, il est clair que ce qui assure ce pouvoir au tyran, c'est une bureaucratie. On parle d'une bureaucratie ici. En divisant la société de plus en plus, hein, on crée une organisation sociale sous un modèle bureaucratique et kafkaïen. Hein, ça vient de Kafka et de l'atmosphère qu'on trouve dans ses romans. Il y a toujours une bureaucratie écrasante, incompréhensible et déshumanisante
déstabilisante, un sentiment d'impuissance où une personne en fait est prise dans un système qu'elle ne comprend pas, un monde absurde où la logique semble inversée, voire même absente, hein, une angoisse existentielle souvent liée à l'identité ou au contrôle, hein, genre tu veux contester une erreur administrative mais personne ne sait en fait qui est responsable, chaque bureau te renvoie vers un autre et personne ne semble comprendre le problème tellement en fait ils ont compliqué les procédures et donc résultat tu tournes en rond en fait dans un système opaque. D'ailleurs, la multiplication des tâches et la division des procédures en de plus petites en fait procédures n'est pas pour rendre les procédures plus rapides ou plus efficaces, mais pour nourrir le sentiment d'impuissance du citoyen. D'abord, il y a de la frustration et on invente en fait des postes pour empêcher cette frustration de s'exprimer. Il s'agit d'utiliser les gardes ou les gendarmes, les agents de sécurité pour te dissuader d'exprimer cette frustration et de brûler à la fin tout le bureau de poste. Et donc, c'est cette angoisse, en fait, cette peur de te faire battre si tu montres ta frustration, si tu lui laisses, en fait, libre cours, c'est cette angoisse qui pousse les agents vers l'autocensure. Alors que, comme on a dit au début, face à une action collective, en fait, ces agents, ces fonctionnaires, en fait, ils ne peuvent rien faire. Bref, donc, en fait, la multiplication des tâches et les procédures ne sert qu'à un seul truc, consolider le pouvoir et le renforcer. Comme écrit là-bas ici, en retournant à César, de là venait l'accroissement du pouvoir du Sénat sous Jules César, l'établissement de nouvelles fonctions, l'institution de nouveaux offices, non certes pour réorganiser la justice, mais pour donner de nouveaux soutiens à la tyrannie. En somme, par les gains et les faveurs qu'on reçoit des tyrans, on en arrive à ce point qu'ils se trouvent presque aussi nombreux, ceux auxquels la tyrannie profite, que ceux auxquels la liberté plairait. Donc voilà en fait ces tyrannos, parce qu'ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel, ne cherchent que le plaisir, la gratification immédiate, les gains et les faveurs du tyran, parce que c'est des hommes lâches et efféminés, hein, contrairement à Hippocrate comme on a vu la dernière fois. Ils n'hésitent pas à vendre en fait la liberté de leurs frères pour une faveur du tyran. En augmentant en fait les postes et les fonctions, le tyran ne crée pas de l'emploi, mais en fait il augmente son pouvoir par le chantage et en soudoyant ses sujets. En fait par exemple il te dit je te nomme seigneur et tu prélèveras l'impôt des paysans, tu auras en échange une baraque bien cossue et des festins de temps en temps. Et donc ces techniques de séduction par le tyran et aussi par ces tyrannos, ils éveillent en fait chez les hommes des désirs contre leur nature, les désirs de pouvoir, les désirs de servir. On arrive en fait, comme dit la Boétie, à une situation où ceux qui profitent de la tyrannie sont tout aussi nombreux que ceux qui veulent vivre en liberté. Parce qu'en fait, oui, en fait, en partant de ces 6 tyrannos, on se retrouve avec des millions des millions en fait de petits tyrannos, voire des centaines de milliers, hein, parmi eux, voilà, les voleurs et les pirates. En fait, tous ne veulent qu'une seule chose, que la tyrannie subsiste, car ils en tirent profit. C'est comme aujourd'hui en fait, tous les réseaux de trafic et de criminalité, hein, notamment les réseaux de drogue ou de traite humaine, qui profitent le mieux des régimes liberticides et répressifs sur la consommation de stupéfiants, sur le travail sexuel. Bref, en fait, il y a aujourd'hui énormément de business à qui ça arrange qu'il y a des États qui se torchent le cul avec les droits de l'homme, par exemple. En tout cas, c'est comme ça que le tyran arrive à soumettre toute une nation. Il ne le fait pas à lui tout seul, mais par l'intermédiaire de ses complices. Il reproduit et perpétue le modèle de domination qu'il exerce partout dans la société. Et ainsi, en fait, toutes les dominations qui se font partout à travers les institutions ou à travers les instances de crime organisé finissent par s'accumuler entre ses mains. Ce n'est pas par son en fait, action qu'il a servi les autres. Ce qu'il fait, en fait, c'est mettre en place un système qui fait qu'on s'asservit en fait les uns les autres. En fait, c'est ça qu'il fait, c'est qu'on se met tous entre nous à nous asservir les uns les autres pour 100% bien à lui en fait. Lui en fait, il en a servi juste 2, qui vont en asservir 4, qui vont en asservir 8, etc. Il dit, c'est ainsi que le tyran asservit les sujets les uns par les autres. Il est gardé par ceux dont il devrait se garder s'il valait quelque chose.
Donc voilà, donc on a ici un petit clash contre les tyrannos, hein. C'est que pour garder le tyran et asservir pour lui les autres, il faut vraiment être une sacrée merde, quoi. S'il valait vraiment quelque chose, hein, ces tyrannos, en fait, s'il valait quelque chose, ça veut dire, en fait, si ces tyrannos avaient le moindre amour-propre ou la moindre dignité, quoi, ils sont, comme on a dit, hein, lâches et efféminés, c'est-à-dire, en fait, voilà, efféminés, ça veut dire qu'ils n'ont pas de courage, hein. S'ils étaient, en fait, courageux, rationnels, nobles et dignes, ils ne se soumettraient jamais ou n'accepteraient jamais de priver d'autres personnes de leur liberté. Un homme libre, par exemple, ne travaillerait jamais au profit d'un autre qui veut priver en fait de liberté ses frères, quoi. Et ainsi, s'ils étaient vraiment courageux et libres, ils ne garderaient pas un tyran. Le tyran chercherait plutôt à se garder, à être gardé d'eux. Mais voilà, au lieu d'œuvrer pour protéger leur liberté et celle de leurs semblables, et de combattre ceux qui, comme le tyran, veulent asservir, ils préfèrent donner leur force, leur temps et leur intelligence à la servitude plutôt qu'à la liberté. Pour la Boétie, en fait, la leçon à tirer de cette pyramide, c'est précisément que le tyran ne gouverne pas tout seul, mais que nous gouvernons tous pour lui. Tous ceux en fait qui lui donnent le pays, hein, tous ceux en fait qui sont là, en fait qui lui donnent le pays à ses sbires, qui le remettent à d'autres sbires jusqu'à ce que ça arrive entre ses mains, hein, tous ses complices viennent de la même matière, de la même unité, de la même masse, de la même nation. La Boétie donne la métaphore suivante. Il dit il faut en fait du bois pour faire les coins qui fondent le bois. Les coins ici, c'est en fait les outils qu'on utilise pour tailler ou fondre le bois, hein, pour le réduire en petits bouts plus malléables, pour en faire ensuite des meubles. Mais ces coins, ces outils, ils sont en fait, ils sont eux-mêmes faits du bois. Du coup, en fait, c'est le peuple, c'est du peuple en fait que viennent les outils pour tailler et asservir le peuple. Le peuple donne aux tyrans les tyrannos, de ses conseillers en fait les plus proches, à ses généraux, au clergé, jusqu'au moindre soldat, archer de garde, enfin archer, garde ou policier, jusqu'au moindre en fait, voilà, jusqu'au moindre albardier, pardon. Tous en fait viennent du même moule, d'où viennent aussi ceux qui réclament la liberté. Et c'est ici où la Boétie exprime une certaine compassion et pitié envers les tyrannos parce que, puisqu'ils viennent du même lot que les hommes libres, ils sont eux-mêmes victimes de la tyrannie. Et la Boétie va même jusqu'à considérer qu'ils sont encore plus les victimes de la tyrannie que ceux sur qui leur domination s'exerce. Déjà, comme dit la Boétie, ceux qui servent les tyrans souffrent des tyrans, hein, sur eux aussi, en fait, l'oppression des tyrans s'exerce. Mais ce n'est pas tant ça qui fait, en fait, leur tragédie, mais qu'ils sont, selon la Boétie, délaissés même de Dieu et de leurs frères et sœurs. Ces misérables, abandonnés de Dieu et des hommes, se contentent d'endurer le mal et d'en faire, non pas à celui qui leur en fait, mais bien à ceux qui, comme eux, l'endurent et n'y peuvent mais. Quand je pense à ces gens qui flattent le tyran pour exploiter sa tyrannie et la servitude du peuple, je suis presque aussi souvent ébahi de leur méchanceté qu'apitoyé de leur sottise. Alors, dans la version en français ancien, à la place de flatter, il y avait le terme nacter. Alors, le naquet, c'est le valet qui sert les joueurs dans une partie de paume. Le jeu de paume, c'était l'ancêtre de la pelote, quoi. Et ça veut dire quoi? Déjà, en fait, c'est quoi l'existence d'un tyranno? C'est quelqu'un en fait, sur qui il y a déjà une domination, hein, il y a une domination qui s'exerce sur le tyranno, hein, il s'est lui-même asservi, ou il a cédé au chantage ou proposition du tyran, comme les Perses font avec leurs ennemis. Donc, c'est pour dire, en fait, qu'ils servent le tyran, quoi, dans le but d'exploiter sa tyrannie, que par le malheur qu'ils vont engendrer et les vies qu'ils condamnent, ils peuvent eux aussi s'enrichir et en tirer profit. Hein. C'est comme si en fait quelqu'un se met à causer des catastrophes naturelles et donc du coup les assurances ils vont en profiter. Hein, ce qui est exactement ce qui se passe avec le réchauffement climatique. Lorsqu'en fait lorsque les capitalistes ils sont en train de détruire la planète, du coup les assurances eux ils aiment ça, tu vois, genre ça leur permet de faire du profit. Donc du coup ça les arrange. Pareil ici les tyrannos eux ça les arrange qu'il y a un tyran parce que lorsque le tyran lui il va causer du malheur, eux les tyrannos ils savent qu'ils vont en tirer profit. Donc bref, les tyrannos
sont déjà en mode servitude aussi, hein, en allant vers le tyran, ils acceptent son deal, et donc du coup, ils ont eux aussi sacrifié leur liberté, et ils se sont aussi en fait adonnés à la servitude, en échange d'un plaisir qu'ils espèrent trouver. Donc il dit la Boétie, s'approcher du tyran est autre chose que s'éloigner de sa liberté, et pour ainsi dire, embrasser et serrer à deux mains sa servitude. Et donc, sur eux, hein, sur ces tyrannos, s'exerce une domination et une violence. Pour la Boétie, vivre dans la servitude, peu importe en fait comment tu vis dedans, que tu sois en fait le tyranno ou juste un mec lambda qui n'a rien demandé à personne, bah, dans les deux cas, c'est une violence qui s'exerce sur toi. Celui qui accepte le deal de l'empereur perse, hein, comme Hydarne, hein, le général qu'on a évoqué la fois précédente, lorsqu'on a parlé en fait de son échange avec les Spartiates. Donc Hydarne, par exemple, il vit certes dans l'opulence, matériellement parlant, sa vie serait meilleure que celle d'un homme libre et aura certes plus de temps oisif puisque l'empereur mettra à son service des esclaves, mais Hydarne, en fait, en réalité, il souffre. Et son plaisir n'est que tentative pour ignorer cette souffrance qu'il subit de la part de l'empereur. Même si ce dernier ne lui inflige aucune violence physique, le fait qu'il le prive de liberté, c'est la pire des souffrances selon la Boétie. Donc le tyranno ne peut pas être heureux. Le tyranno ne peut pas être heureux et souffre d'une violence de la part du tyran, de la part de son maître, quoi. Il endure donc un mal. Et on a pris Hydarne, mais plusieurs tyrannos, en descendant l'échelle, se font martyriser par leur tyranno supérieur. Hein. Donc ils endurent vraiment un mal. Mais qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils l'endurent? Ben, ils vont en causer un autre. Pas sur celui qui les violente, mais sur ceux qui, comme eux, qui eux aussi, en fait, endurent un mal du tyran. S'asservir les uns les autres, c'est ça. Celui qui subit le mal du tyran va ensuite faire subir un mal à quelqu'un d'autre, jamais au tyran. Donc, en fait, jamais à son supérieur, en fait, si tu veux. Or, cette personne qui est tyrannisée par le tyranno, bah, elle est aussi tyrannisée par le tyran. Donc, elle est tyrannisée deux fois, en fait. Une fois par le tyran qui tyrannise le tyranno, et puis par le tyranno qui tyrannise cette personne-là. Et elle, bien sûr, elle va être le tyranno d'un autre, etc. Donc, le tyranno est une victime qui fait du mal à une autre victime, en fait. Le flic et moi, par exemple, nous sommes tous les deux victimes du même pouvoir. Mais au lieu de se tourner contre ce pouvoir, le flic, lui, il va m'agresser moi. Ce qui, pour la Boétie, c'est un peu, en fait, la pire des sottises, en fait. Pour la Boétie, il faut vraiment être con pour à la fois endurer le mal et en faire sur d'autres opprimés. Les opprimés en fait qui en oppriment d'autres, ceux-là pour la Boétie sont abandonnés à la fois de Dieu et des hommes. C'est-à-dire que leur aliénation est totale, au point qu'elle suscite à la fois pitié et dégoût. Comme dit la Boétie, il est ébahi à la fois par leur méchanceté et apitoyés un petit peu par leur sottise. De tels hommes, en fait, se sentent tellement déchus eux-mêmes, en acceptant, en fait, de jouer le rôle de la tyrannie, qu'on ne peut pas croire qu'ils ont encore, en fait, la grâce de Dieu. Ils ont renié leur maître, leur nature, pardon. Ils ont renié leur nature à un tel point qu'ils sont eux-mêmes ils ont eux-mêmes abandonné les cadeaux que Dieu leur a donnés, hein, c'est-à-dire l'égalité et la liberté, qu'on dirait que même Dieu, finalement, il les a abandonnés. Et bien évidemment, comment peuvent-ils espérer la compagnie des hommes après ce qu'ils leur font, quoi? Et ainsi, selon la Boétie, ceux qui sont tout en bas de l'échelle sociale, ceux qui ne sont pas en fait des tyrannos, mais les gens sur qui tout le pouvoir tout le pouvoir s'exerce, quoi, ils sont en fait à l'autre extrémité de la chaîne. Et dans une extrémité, on a le tyran, celui qui tyrannise, mais personne ne le tyrannise lui. Et puis, à l'autre bout, il y a ceux qui ne tyrannisent personne, mais ils sont tyrannisés. Et donc, les tyrannos sont entre les deux. D'accord? C'est ils tyrannisent et ils sont tyrannisés. Ok? C'est ça, en fait, un tyranno. Donc, on a le tyran, il tyrannise, mais personne ne le tyrannise. Les tyrannos qui... ils sont tyrannisés et ils tyrannisent, et puis tout au bout de l'échelle, vous avez en fait les gens, on va dire les gens normaux, hein, les gens qui sont tout en bas de l'échelle, qui n'ont aucun pouvoir, qui eux, ils ne tyrannisent personne, mais ils sont tyrannisés. Et du coup, selon la Boétie, c'est eux
ceux qui sont au milieu, en fait, qui sont dans la pire situation, parce que toujours celui qui ne tyrannise pas est beaucoup plus libre que celui qui tyrannise. Donc déjà, pour la Boétie, le paysan est beaucoup plus libre que le tyran, puisqu'il est tyrannisé, certes, mais lui ne tyrannise pas. D'accord, ce qui fait la Boétie, ce qui fait la liberté en fait pour la Boétie, c'est plus le fait en fait de est-ce qu'on tyrannise ou pas, plutôt que est-ce qu'on est tyrannisé ou pas. Voilà. Si on tyrannise, vous n'êtes pas libre. Si vous êtes tyrannisé, par contre, vous êtes plus libre que celui qui tyrannise. Donc, la Boétie suit un peu Socrate ici. Hein. Socrate dit que celui qui subit une injustice est plus heureux que celui qui en commet. Donc, le pire, l'homme le plus malheureux de tous, c'est celui qui non seulement subit une injustice, mais qui va en plus en commettre. Donc, le tyranno, c'est finalement le moins libre de tous. Si on doit établir qui est le plus heureux des trois, hein, le paysan, le tyranno ou le tyran, bah ça va être en fait le paysan qui est le plus libre. Et ensuite, il va voir le tyran, et au final, celui qui est le moins libre de tous, c'est le tyranno. Donc oui, pour la Boétie, celui qu'on enchaîne, l'esclave, le paysan, à qui en fait on confisque sa terre, ses biens par l'impôt, il est beaucoup plus libre que celui qui met les chaînes et qui le dépouille. D'accord, celui en fait qui prélève l'impôt, il est moins libre que celui à qui on enlève l'impôt. Il dit qu'ils mettent un moment à part leur ambition, qu'ils se dégagent un peu de leur avidité, et puis qu'ils se regardent, qu'ils se considèrent eux-mêmes. Ils verront clairement que ces villageois, ces paysans qu'ils foulent aux pieds et qu'ils traitent comme des forçats ou des esclaves, ils verront, dis-je, que ceux-là, si malmenés, sont plus heureux qu'eux et en quelque sorte plus libres. Donc, comment est-ce qu'ils sont plus libres, hein? Ceci n'est pas juste un jugement de valeur que porte la Boétie, mais vraiment, en fait, les ouvriers, les artisans, les paysans sont vraiment plus libres parce qu'on leur demande moins que ce qu'on demande des tyrans. On a dit tout à l'heure que les tyrans ne font pas que servir le tyran plutôt, mais le flattent. Leur relation avec lui ne se limite pas à l'accomplissement ou l'exécution de simples tâches. Le paysan ou l'artisan, lui, par contre, oui, en fait, il n'a qu'à obéir. On doit lui dire, voilà, enfin, fais X, et c'est tout. Hein, c'est tout ce qu'on lui demande au paysan. Il doit toujours, en fait, attendre un ordre pour obéir. Ainsi, on ne s'attend pas de lui de prendre des initiatives, d'impressionner ou de surprendre le tyran ou en anticipant ses désirs, quoi. Dans le texte, la Boétie dit qu'il ne coquine pas et ne mendie pas les désirs du tyran. D'accord, c'est ça en fait. Un coquin, c'est un peu un mendiant. Ok. Il y a aussi en fait le sens de quelqu'un de futé ou qui est tout le temps en chien. Hein, mais ça, c'est en fait le sens aujourd'hui. Hein. Quand on dit un coquin, c'est le sens moderne. Mais là en fait voilà, c'est le synonyme de mendiant ici. Bref, le laboureur et l'artisan ne cherchent pas en fait les faveurs du tyran puisqu'ils en sont loin de toutes les façons. Mais le tyran, lui, il veut les flatteries de ses tyrannos. Or, les flatteries, c'est un peu plus compliqué que de demander qu'on lui fabrique une table, par exemple. Là, il faut prendre des initiatives. Il faut que le tyranno trouve les bons mots. Il doit deviner qu'est-ce qui ferait plaisir au tyran. Il doit deviner ses états d'âme. Il doit penser ce qu'il pense et même prévoir ses envies et ses désirs à l'avance. Tout ça, en plus de faire ce que le tyran lui ordonne. Ce n'est pas le tout de lui obéir, il faut encore lui complaire. Il faut qu'il se rampe, se tourmente, se tue à traiter ses affaires, et puisqu'il ne se plaise qu'à son plaisir, qu'il sacrifie leur goût au sien, qu'il force leur tempérament et dépouille leur naturel. Il faut qu'il soit attentif à ses paroles, à sa voix, à ses regards, à ses gestes, que leurs yeux, leurs pieds et leurs mains soient continuellement occupés à épier ses volontés et à deviner ses pensées. Voilà, ça c'est en fait la pire existence pour la Boétie. Ce n'est même pas une vie en fait. Alors, ça ne peut certainement pas être une vie heureuse, quoi. Donc le tyranno, il est jamais heureux et il est jamais heureux en fait. Il ne vit pas de manière heureuse et en fait il ne vit pas tout court en fait. Son existence c'est un peu de la merde. Il n'existe pas de vie heureuse ou de vie humaine dans la servitude. La Boétie insiste sur ça. Son discours ne s'adresse pas seulement à ceux qu'il appelle les hommes de cœur, mais à tous les hommes, à ceux qui ont juste le simple bon sens en fait, ou qui ont juste une silhouette d'homme. Le simple fait d'être vivant demande qu'on vit librement.
Il n'existe pas en fait d'être vivant fait pour vivre dans la servitude. Ça, déjà les animaux l'ont compris, hein. On l'avait montré dans une vidéo précédente, alors que l'homme, en fait, si les animaux l'ont compris, donc normalement, l'homme aussi devrait le comprendre. Le tyranno, en fait, n'existe pas parce qu'il n'a pas de vie. Il n'a aucune personnalité. Déjà, hein, littéralement, toute sa personnalité est modelée sur celle du tyran, comme on vient de voir dans la citation. Il doit être une parfaite copie de celui qu'il sert. Penser comme lui, marcher comme lui, manger comme lui, parler comme lui, il doit tout le temps lui refléter son image. Il est tout le temps obligé d'être un miroir pour le tyran. Et ainsi, pourquoi est-ce que le tyranno est plus asservi et plus misérable que l'esclave ou l'ouvrier ou le paysan? Parce que vraiment, il n'a rien qui soit à lui. Certes, les laboureurs n'ont pas de biens matériels à eux, leurs terres et maisons, elles appartiennent au seigneur, soit, mais ils ne donnent pas plus. Mais ils ne donnent pas mais ils donnent pas plus que ça en fait. Ils ne donnent pas en plus leurs âmes. Il est mieux en fait, mieux vaut en fait être un robot à qui on ne demande que des tâches qu'un humain à qui on demande d'être au plus profond de lui-même ce qu'il n'est pas en fait. Le tyran ne se préoccupe pas de savoir ce qu'il y a dans le cœur des paysans, il ne leur demande qu'une seule chose, c'est juste produisez de la bouffe. Le reste, le reste, je m'en fous. Mais c'est aux tyrans qu'ils réclament d'avoir cette fenêtre dans leur poitrine pour voir tout ce qu'il y a dans leur cœur, pour ne garder en fait aucun secret, pour ne garder aucun mystère. Et du coup, le tyranno n'a absolument rien, même pas lui-même en fait. Lui-même est une propriété du tyran. Toute sa vie entière, dans toutes ses facettes, elle appartient au tyran. Quelle condition est plus misérable que celle de vivre ainsi, n'ayant rien à soi et tenant d'un autre son aise, sa liberté, son corps et sa vie? Du coup, puisque c'est ça en fait leur vie, puisque c'est ça leur existence de merde, pourquoi est-ce qu'ils continuent à servir? Qu'est-ce qui peut être si important pour eux qu'ils sont prêts à sacrifier leur existence, leur vie entière et même celle de leurs frères pour servir ce tyran? Comme Hidarn, le flous. C'est parce que le tyran leur promet son amitié, c'est-à-dire des biens matériels. Voilà, ils veulent amasser des biens, mais on a dit que rien ne leur appartient. Comment est-ce que tu peux vouloir posséder des biens matériels lorsque tu ne possèdes même pas ta vie? Lorsque toi, tout entier, tout, y compris les biens que tu veux amasser par la servitude, tout en fait appartient au tyran. Il n'y a rien qui t'appartient. À tout moment, il peut te retirer ton manoir ou tes bijoux. Il n'y a rien en fait que tu possèdes sous une tyrannie. Donc tu sacrifies ce que tu as déjà, tu donnes ce que tu possèdes pour espérer amasser un truc qui ne t'appartient plus. Parce qu'en plus, tu l'as donné. Donc il dit... Mais ils veulent servir pour ramasser des biens, comme s'ils pouvaient rien gagner qui fût à eux, puisqu'ils ne peuvent même pas dire qu'ils sont à eux-mêmes. Et comme si quelqu'un pouvait avoir quelque chose à soi sous un tyran, ils veulent se rendre possesseurs de biens, oubliant que ce sont eux qui lui donnent la force de ravir tout à tous, et de ne rien laisser qu'on puisse dire être à personne. Bah oui, en fait, les tyrannos, c'est eux qui donnent tout aux tyrans. C'est eux qui ne laissent rien qui puisse être à qui que ce soit. Donc il n'y a rien qui est à personne. Tout est entre les mains du tyran par leurs actions. Et ils s'attendent qu'ils peuvent avoir quelque chose que le tyran ne peut pas leur confisquer ou reprendre quand il veut. C'est ça en fait la stupidité qui casse les couilles à la Boétie. Les mecs en fait ils se comportent comme s'ils possèdent vraiment ce que leur donne le tyran alors que tout est à lui en fait. Et cette stupidité, d'ailleurs, elle ne s'arrête pas là. C'est qu'ils demandent des biens matériels en échange de leur servitude, alors que, comme dit la Boétie, c'est justement les biens matériels qui sont la cause de toute cette merde. C'est-à-dire que ce qui rend les hommes dépendants de la cruauté du tyran, c'est les biens matériels, c'est la propriété, c'est les richesses. Parce que c'est ça, en fait, qu'ils veulent. Ils ont besoin de la cruauté du tyran pour ça. Plus il est cruel, plus ils s'en mettent les poches. Vraiment, en fait, c'est comme les assurances. Plus la vie est cruelle, plus ils font du fric. Plus ils font du profit. Mais justement, le tyran, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est dépouiller tout le monde. S'il se sert des tyrannos, c'est pour ça. Il veut que tout soit à lui, non? Du coup, s'il y a bien un truc qu'il ne tolère pas, c'est le fait que quelqu'un d'autre que lui possède quelque chose. Du coup,
il ne va jamais tolérer que les tyrannos possèdent réellement quoi que ce soit. Et dès qu'il voit qu'un de ses sbires commence à un peu trop s'enrichir, il va tout lui confisquer. C'est ça en fait que dit la Boétie quand il parle de l'avantage d'autrui comme un crime qui mérite une mise à mort en fait. C'est-à-dire que pour le tyran, l'avantage d'autrui, c'est-à-dire en fait la propriété d'autrui, hein, c'est ça en fait, par avantage, qu'est-ce qu'on veut dire. En fait, cet avantage, c'est un affront impardonnable pour lui, qu'il faut en fait tuer le proprio qui a osé dire cette terre ou cette maison est à moi. Donc, il ne va jamais accepter qu'il y ait d'autres riches à part lui. Selon la Boétie, c'est d'ailleurs en fait les riches plus que les pauvres qui sont sa cible. Hein. Si vous voulez tout prendre, vous allez racketter celui qui a des trucs, quoi. Pas celui qui n'a rien. Du coup, en fait, la vraie cible des tyrans, c'est pas les pauvres, en fait, c'est les riches. Du coup, les tyrannos sont comme des moutons qui se présentent au boucher. Mais vraiment, en fait, ils se présentent genre bien, hein, genre ils se montrent dans des postures les plus provocantes, voilà, les postures qui le font baver, tu vois, voilà, c'est ça la connerie, c'est en fait, tu fais tout pour que le boucher te voit, en fait, et qu'il soit attiré par toi, qu'il se dise, oh putain, lui, il est bien rempli, tu vois. Genre, c'est les moutons qui vont volontairement au loup, quoi, et qui lui disent qu'ils vont en fait lui amener tous les autres moutons qu'ils désirent pour que eux vont brouter en fait tout l'herbe pour que eux ils vont brouter tout l'herbe juste entre eux, et comme ça ils peuvent bien s'engraisser. Mais le loup, justement, ce qu'il cherche, c'est des moutons engraissés. C'est des moutons qui sont bien gros, quoi. Et donc non seulement tu lui offres tous les autres moutons pour que toi tu te goinfres plus, mais le loup il n'attend que ça. Le loup, il veut que tu sois gras, que tu sois gros pour te savourer. Donc voilà, ça en fait, il faut être con, surtout qu'en plus, les exemples ne manquent pas. C'est pas comme si en fait ces moutons qui vont voir le loup n'ont pas accès en fait à des archives et des registres avec des cas similaires. Plein d'autres moutons avant eux, ils ont fait la même connerie et ils se sont fait bouffer au final. Il n'y a qu'un ou deux en fait qui a réussi son coup et qui s'est engraissé sans finir dans l'estomac du loup, mais pour tous les autres, ils ont tous fini en méchoui. Il dit, ses favoris devraient moins se souvenir de ceux qui ont gagné beaucoup auprès des tyrans que de ceux qui, s'étant gorgés quelque temps, y ont perdu peu après les biens et la vie. Ils devraient moins songer au grand nombre de ceux qui ont acquis des richesses qu'au petit nombre de ceux qui les ont conservées. Donc, la Boétie, il nous affirme que l'histoire, en fait, elle regorge d'exemples comme ça, de tyrannos ambitieux qui se sont rapprochés des rois et des princes, qui ont voulu, en fait, exploiter leur cruauté pour s'enrichir, et qui ont encouragé le tyran à s'enrichir pour ensuite s'enrichir eux aussi, mais qui, au final, n'ont enrichi le tyran que par leur dépouille. Celui-ci, en fait, s'est retourné éventuellement contre eux et les a privés de ce qu'il leur a donné, enfin de ce qu'ils ont amassé. Et il s'en est ensuite débarrassé, quoi. Donc, tous ces tyrans qui arrivent aux oreilles, enfin ces petits tyrannos là, qui arrivent aux oreilles des princes avec leur projet de les exploiter en flattant en fait leur mauvais penchant ou en abusant de leur naïveté, ils ont fini par être écrasés par ces mêmes princes. Voulant diriger la cruauté des tyrans contre les autres et espérer ainsi contrôler le tyran, leur cruauté a fini par avoir raison d'eux aussi. Ils connurent donc tous des fins tout aussi tragiques les uns que les autres. À force de s'engraisser, le tyran, à force de s'engraisser déjà pour le tyran et l'engraisser aussi par les dépouilles des autres, ils finissent eux aussi par être dépouillés par le tyran. Mais on peut très bien concevoir des tyrannos qui ne sont pas des salauds, mais des gens bien, quoi, qui ne se sont pas approchés du tyran par ambition, mais pour l'éduquer à la vertu. S'il y a des bons rois, alors il doit aussi y avoir des bons conseillers, des bons ministres, des bons maîtres, des bons précepteurs du roi. Il n'est donc pas rare que les empereurs
Et les rois ont eu comme tuteurs des philosophes qui les initient au bien et à la vertu. Et la Boétie nous rappelle que les tyrans peuvent même aimer ces gens de bien, qu'ils les tiennent en fait en très haute estime et admirent même leur vertu et leur intégrité. Cependant, les tyrans, ils restent quand même des tyrans. Hein. Ils restent des tyrans même avec la présence d'un Aristote ou la présence d'un Sénèque, quoi. Et ceci ne peut pas en fait laisser les gens de bien indifférents. La tyrannie du tyran, en fait, elle doit forcément les affecter, quoi. Ces gens de bien, dis-je, ne sauraient se maintenir auprès du tyran. Il faut qu'ils se ressentent aussi du mal commun et qu'ils éprouvent la tyrannie à leurs dépens. Donc la Boétie donne 3 exemples ici. Il parle de Sénèque, de Burrus et de Thraséas. Donc tous les 3, c'est des gens de bien, hein, des gens vertueux, mais qui ont connu le malheur de s'approcher de l'empereur Néron. Sénèque, le philosophe stoïcien, était le précepteur de Néron. Et Burrus était son conseiller, qui était chargé aussi de son éducation. Et il était normalement chéri par Néron, hein, surtout Sénèque, hein, qui ne l'a pas seulement éduqué, mais même élevé depuis l'enfance, qui l'a soigné lorsqu'il tombait malade, et lui a même donné en fait les soins et l'attention d'un père. Et puis il y a Thraséas, qui était un sénateur également influencé par le stoïcisme. Il a été un opposant à Néron et une figure centrale dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'opposition stoïcienne. Hein. C'est un groupe de stoïciens qui se sont opposés à la manière de régner de l'empereur et qui a continué, en fait c'est un mouvement qui a continué jusqu'à l'empereur Domitien. Tous les 3, ils ont été accusés de tromperie par Néron, ils ont tous été condamnés. Sénèque et Thraséas ont été mis à mort, et Néron leur a ordonné de se suicider. Ils n'étaient pas les seuls, hein, d'ailleurs, hein, d'autres figures de l'opposition stoïcienne ayant passé comme Rubellius Plotus et Barrea Soranus, et Burrus, il a été emprisonné. Donc tous ont connu des morts cruelles, surtout Sénèque, hein, qui était comme un père à Néron, mais celui-ci n'en avait rien à foutre, quoi. Genre l'amour du tyran, ça reste l'amour d'un tyran, quoi. C'est un amour vain et artificiel auquel on ne peut jamais se fier. On ne peut jamais en fait faire confiance à un tyran, peu importe à quel point il nous aime. Si ça se trouve, en fait, Néron aimait Sénèque, hein, mais c'est un amour pervers ou toxique, un amour corrompu par le pouvoir et la méchanceté. Ne sont-ils pas des exemples suffisants de peu de confiance que l'on doit avoir dans la faveur d'un méchant maître? En vérité, quelle amitié attendre de celui qui a le cœur assez dur pour haïr tout un royaume qui ne fait que lui obéir et d'un être qui, ne sachant aimer, s'appauvrit lui-même et détruit son propre empire. Donc voilà, en fait, si on est raisonnable, on comprendrait qu'on n'a rien à attendre d'un tyran, certainement pas de l'amitié ou de l'amour. Un tyran qui asservit tout un royaume, c'est un homme qui est le royaume. C'est un homme qui n'a pas de cœur, ou dont le cœur est devenu de la pierre, en fait. On ne peut pas attendre de la tendresse, ou de la compassion, ou de l'amour de lui. Il en est d'ailleurs incapable. Tout ce qu'il sait faire, c'est détruire. La Boétie montre également le traitement de ce psychopathe vis-à-vis de son épouse Poppée et de sa mère Agrippa, pour montrer à quel point le tyran ne peut pas aimer ou que son amour n'est pas un amour fiable, que ce n'est pas un vrai amour. La Boétie mentionne son attachement à Poppée. Néron, en fait, certes, hein, il était fou amoureux de Poppée, hein, il était obsédé par elle, et Poppée a été connue pour sa grande beauté et son intelligence politique. Elle était déjà mariée à Othon, un proche de Néron, et futur empereur lui-même pendant l'année des 4 empereurs, juste après le règne de Néron, mais elle a rapidement attiré l'attention de Néron, et certains historiens anciens, comme Tacite et Suétone, ils suggèrent qu'elle a activement cherché à séduire Néron, voyant en lui un moyen d'accéder au pouvoir. Hein. C'était donc une tyrante, quoi, voilà. Enfin, tyranno plutôt, une tyrannelle en féminin. Donc bref, Néron, en fait, sous son influence, il aurait divorcé Octavie, hein, sa première épouse, qu'il a fait finalement exécuter après une fausse accusation d'adultère, et il épousa ensuite Poppée, et elle devint en fait l'impératrice de Rome. Mais voilà, à un moment, il la tue. Hein, la Boétie dit par empoisonnement, mais c'est probablement un coup de pied au ventre lorsqu'elle était enceinte. Ça, c'est selon Tacite, en fait. Il y aurait donné un coup de pied fatal au ventre, causant sa mort et celle aussi de l'enfant. C'est ça, en fait, l'exemple d'un amour qu'on peut s'attendre d'un tyran.
une passion violente, de l'instabilité, des jeux de politique et de manipulation. Hein. Là, c'est certes des relations entre tyrans, entre tyrans de l'Antiquité, mais ça doit vous faire penser à beaucoup de relations toxiques modernes, quoi. Et n'oublions pas aussi sa relation avec sa mère, Agrippine, la mère de Néron. Elle épousa l'empereur Claude, son oncle, et elle lui fit adopter son fils. Puis, elle empoisonna Claude pour placer Néron sur le trône. Mais c'était juste en fait pour qu'elle soit impératrice et tout contrôler depuis les coulisses. Quand Néron en fait devient empereur à seulement 16 ou 17 ans, c'est Agrippine en fait qui tire les ficelles. Elle apparaît à ses côtés sur les pièces de monnaie, assiste aux réunions du Sénat cachées derrière un rideau. Elle gouverne en fait presque de façon directe au point que les élites romaines commencent à s'en méfier. Et rapidement en fait Néron cherche à s'émanciper de sa mère, de son influence, et l'un des points de rupture était justement sa relation avec Poppée. Agrippine, en fait, n'appréciait pas du tout Poppée, ce qui pousse Néron à l'éloigner encore plus. Il retire en fait les gardes d'honneur de sa mère, il lui coupe ses privilèges, et finalement, il prend la décision extrême de la buter. Au début, en fait, Néron aurait d'abord essayé de la buter dans un bateau piégé, hein, conçu pour s'écrouler en mer, mais Agrippine, en fait, elle a survécu au naufrage, et voilà, enfin, elle regagne le rivage, et donc finalement Néron fait appel à des soldats pour l'assassiner directement chez elle, d'ailleurs sous les conseils de Sénèque et de Burrus. Hein, peut-être qu'il n'était pas si bon que ça finalement. Donc bref, selon la légende, portée par Tacite, ces derniers mots auraient été « frappe au ventre », une manière en fait tragique de rappeler que c'est ce ventre qui a donné naissance à l'empereur. Donc, comme dit la Boétie, elle avait tout entrepris et tout souffert pour le favoriser, et cependant, son fils, son nourrisson, celui-là qu'elle avait fait empereur de sa propre main, lui ôta la vie après l'avoir souvent maltraité. Donc c'est ça en fait les relations qu'on peut avoir, ça les relations des tyrans en fait. Si ceux qu'il aime c'est des gens de bien, ben il les exécute, hein, et si c'est comme lui des tyrannos, il les exécute aussi. Mais ici la Boétie insiste sur les ravages de la tyrannie, sur les proches aussi du tyran. La famille de Néron, bah, elle est très dysfonctionnelle, hein. Tout le monde se manipule, tous les liens en fait sont corrompus et abusifs, même au sein d'une famille. La tyrannie, en fait, elle rend juste impossible les liens affectifs, ou alors, en fait, elle est pervertie. Agrippine n'est pas mieux que Néron, après tout. Hein. Pour elle, son fils était juste un moyen d'être impératrice. Elle n'a jamais hésité, en fait, à le manipuler, ou comme elle a manipulé Claude, hein, lui-même, selon la Boétie, le plus facile à manier, hein, le plus simple et le plus niais des empereurs. Claude, en fait, est arrivé au pouvoir après l'assassinat de Caligula. Hein, oui, ils se font tous buter. Hein. Caligula, en fait, comme c'était un fou comme Néron, un complot a été organisé contre lui par les membres de sa propre garde impériale. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, ils sont plus souvent tués que protégés par leur garde. Les sénateurs, en fait, tentent de restaurer la République, mais c'est la garde prétorienne, donc la garde impériale, qui ne cherche pas à retourner à la République, mais veut maintenir l'Empire parce que ça leur profite, en fait. Donc la garde, elle choisit le successeur, et donc elle découvre Claude, qui est l'oncle de Caligula, et le proclame empereur. Donc c'est un homme un peu érudit, intelligent, mais souvent perçu comme faible ou influençable, surtout par les femmes de sa vie. Donc la Boétie mentionne Messaline, sa troisième femme, qui est connue pour sa beauté, sa jeunesse, mais aussi pour sa réputation de débauche et d'ambition. Elle exerce en fait une grande influence sur Claude au début de son règne, mais elle est aussi crainte pour sa cruauté. Elle fait éliminer plusieurs rivaux politiques, y compris des proches de Claude. C'était la dame m'évanouie en fait, après qu'elle a épousé Arthur dans Camelot. Donc bref, elle épouse Claude vers l'an 38 et lui donne un fils, Britannicus, qui devient l'héritier légitime de l'empereur. Puis vers 48, elle épouse un autre gars en secret, alors que Claude est encore vivant, hein, et elle prépare une tentative de coup d'État. Donc Claude, furieux, hein, ou poussé par ses conseillers, la fait exécuter sans procès. Puis elle épouse Agrippine la jeune, sa nièce en 49, ce qui choque même les Romains à l'époque, hein, parce que voilà, c'est quand même sa nièce. Et donc Agrippine, elle a un fils issu d'un premier mariage, et ce fils c'est Néron. Donc elle pousse Claude à adopter Néron, qui devient alors l'égal, voire supérieur à Britannicus, puis l'empoisonne, hein, et voilà, donc elle empoisonne Claude, et elle a même assassiné Britannicus par la suite, et donc du coup Néron monte sur le trône.
Et on voit donc en fait la perversion de leur lien en fait dans cette famille. Toutes les relations impliquées dans la tyrannie sont comme ça en fait. Personne ne s'aime vraiment, ou plutôt l'amour qu'ils se portent ne les empêche pas de s'exploiter les uns les autres, de s'abuser et de se tuer quoi. Et donc du coup la Boétie rappelle aussi cette fameuse phrase de Caligula qui, citation, « Voyant découverte la gorge de sa femme, de celle qu'il aimait le plus, sans laquelle il semblait qu'il ne pût vivre, lui adressa ce joli compliment. Ce beaucoup sera coupé tout à l'heure si je l'ordonne. » Donc voilà, imagine que d'un côté tu entends « Je ne peux pas vivre sans toi, tu es celle que j'aime le plus », et si j'ordonne qu'on te coupe le cou, il le sera. Donc imagine entendre ces deux phrases provenir de la même personne. C'est normal qu'on n'y croit pas, tu vois, et que personne ne peut vivre dans la confiance avec un tyran. Hein. Le tyran et ses tyrannos, peu importe à quel point ils s'aiment, ils ne peuvent jamais se faire confiance. Ils sont donc obligés d'être calculateurs et manipulateurs. Et après, en fait, tous, ils vont chialer et ils font les drama queens lorsqu'ils sont trahis par les tyrans qu'ils ont mis au pouvoir, ou bien les tyrans sont surpris lorsque leurs favoris, ceux à qui, en fait, ils déclarent leurs amours et leurs dévotions, mais en même temps qu'il suffit, en fait, juste d'ordonner leur mort pour la réaliser, ces tyrans sont ensuite surpris qu'on fasse des complots dans leur dos et qu'on les assassine. Bah oui, c'est parce qu'en fait, les favoris du tyran, hein, cette petite clique de 5 à 6 personnes, ces proches du tyran, ils connaissent la nature du tyran, parce qu'ils la voient à l'œuvre tout le temps. Comme dit la Boétie, les favoris du tyran, leur mère, leur femme, leur maîtresse, leurs amis les plus proches, tout ça, ils connaissant la nature de la tyrannie, ceux-ci n'étaient guère rassurés sur la volonté du tyran et se défiaient de sa puissance. Bah oui, en fait, parce qu'ils savent que le tyran va éventuellement les assassiner, et même si maintenant, comme dans le cas de Caligula, il n'en a pas l'intention, rien ne l'empêchera, s'il développe l'intention, de te couper la gorge, en fait. Du coup, toi, tu ne veux pas être soupçonné de quoi que ce soit. S'il te voit avec quelqu'un parler dans un coin d'une pièce, loin de la lumière du soleil, il croira que tu es en train de comploter contre lui. Si le gars devient parano, toi aussi, tu deviendras parano, à faire tout le temps attention à qui tu parles, ou où tu vas, etc., pour pas qu'il s'imagine des complots. Sauf qu'au final, il va s'en imaginer. Et de toute façon, comme c'est une vie insupportable pour toi, bah toi, tu vas te mettre à comploter pour t'en débarrasser. Donc, c'est ce qui se passe en fait. C'est en fait un cercle vicieux et il n'y a pas d'échappatoire en fait. C'est parce que tout le monde impliqué dans l'entourage du tyran sait qu'il lui faut très peu pour les tuer. Donc son amour ou ses promesses ne valent rien. C'est pour ça en fait que la Boétie donne une liste des 3 empereurs romains assassinés par leurs favoris, hein, Domitien, Commode et Caracalla. Domitien par Stéphanus, un affranchi avec la complicité des membres du palais. Domitien régnait en fait de manière de plus en plus autoritaire et paranoïaque. Il faisait exécuter de nombreux sénateurs et proches sur simple soupçon de complot. Il vivait dans une peur constante d'être trahi et sa cruauté finit par provoquer une conspiration contre lui. Stéphanus, un ancien affranchi dont la vie était menacée, s'est joint au complot en feignant une blessure au bras pour cacher une dague et s'en est servi pour assassiner l'empereur. Commode, quant à lui, était assassiné par Narcisse, un lutteur sur l'ordre de conspirateurs dans sa maîtresse Marcia. Commode, bien qu'au début populaire, était devenu instable, mégalomane et violent. Il se prenait pour Hercule, participait aux jeux du cirque et gouvernait de manière capricieuse. Et Marcia, sa maîtresse fidèle, découvre qu'elle est sur la liste d'exécutions que Commode compte annoncer. Et donc elle empoisonne d'abord son vin, mais comme le poison agit trop lentement, elle s'arrange pour que Narcisse l'étrangle dans son bain. Et concernant Caracalla, il est assassiné par le centurion Julius Martialis sur un ordre du chef de la garde pétrorienne. Ce chef s'appelait Macrin, je crois. Lui aussi était en fait dérangé, il était cruel et paranoïaque, il avait déjà égorgé son frère pour le remplacer à la tête de Rome, et il avait une tendance à exécuter sans pitié ceux qu'il soupçonnait de trahison. Et donc Macrin découvre que Caracalla en fait envisage de le faire tuer, et donc il prend les devants et organise son assassinat avec le centurion Martialis. C'est Martialis, pas Martialis, Martialis. Et donc lors d'un déplacement, celui-ci profite d'un moment où Caracalla s'arrête pour pisser sur la route et il le poignarde, quoi. Donc
voilà, en fait, l'ambiance n'est pas ouf autour des tyrans et voilà, enfin, c'est pas bon, c'est pas la joie, quoi. Ils sont d'ailleurs responsables et méritent tout ce qui leur arrive et ça, voilà, enfin, la Boétie il dit, ben, les tyrans bêtes restent bêtes au point de ne jamais savoir faire le bien, mais je ne sais comment à la fin le peu qu'ils ont d'esprit se réveille en eux pour user de cruauté même envers leurs proches. Ben voilà, donc certes, tous ceux qui ont assassiné les tyrans ne sont pas mieux en fait, car eux aussi, ils n'œuvraient pas vraiment pour la liberté, mais pour des ambitions tout aussi tyranniques. Néanmoins, leur réaction est une réaction à la cruauté du tyran sur eux en fait. Et c'est ça en fait la connerie du tyran. Déjà, il est bête dans le sens qu'il ne sait jamais faire le bien, donc ça c'est une connerie hein, pour la Boétie, et ça en fait on peut le comprendre, quand on est bête, hein, voilà, enfin on est bête quoi, mais le problème c'est que le tyran fait le mal, mais sans pour autant être stupide. En fait, ils ont un peu d'intelligence et de jugeote, hein, ils peuvent réveiller en eux le peu d'esprit pour s'apercevoir qu'effectivement ils ne sont pas bien, ils sont pas bien là où ils sont quoi, puisqu'ils vivent constamment dans la peur qu'on les trahisse ou qu'on les assassine. Mais qu'est-ce qu'ils font en fait de cette raison, de ce peu d'esprit qu'ils ont réveillé? Ils s'en servent pour être encore plus cruels envers leurs proches en fait. Déjà leurs proches veulent s'en débarrasser parce qu'ils sont cruels envers eux, et lui il se dit le meilleur moyen d'arranger tout ça c'est d'être encore plus cruel. Et donc ils s'enferment dans un cercle vicieux duquel ils peuvent pas sortir quoi. Et donc maintenant on arrive à l'idée la plus importante chez la Boétie, l'amitié. L'amitié d'abord n'est pas une chose triviale en fait, c'est quelque chose c'est une chose sainte et sacrée. Et elle est pour lui en fait le but même de la vie et de l'existence. On avait d'ailleurs dit depuis le début, depuis la première vidéo de lecture du discours, que la vie est faite pour accomplir les devoirs de l'amitié. Une bonne partie de l'existence humaine doit être occupée par l'amitié. Une vie sans amitié, ou une vie où l'amitié en fait ne joue qu'un rôle secondaire, c'est une vie malheureuse, exactement comme celle des tyrans et des tyrannos. Le tyran ne peut pas avoir d'amis en fait, ne peut aimer personne et ne peut pas être aimé. Et ainsi, sa vie est de facto mauvaise. La Boétie dit que c'est par l'amitié qu'on fait de bonnes choses, qu'on fait en fait le bien. C'est un sentiment qui nous pousse à accomplir des bonnes actions et à être reconnaissant envers ceux qui font les bonnes actions, justement. Les bonnes actions sont en relation, sont bonnes en fait toujours en relation avec les autres. Elles impactent positivement autrui, elles font la promotion du bien, quoi. Soit elles le font directement, c'est-à-dire je fais une action qui fait passer ton intérêt avant le mien, soit en fait elles attirent. On peut faire en fait des actions vertueuses et à la vue de ces actions, les gens en fait veulent être nos amis. Donc bref, celui qui fait le bien n'a qu'une vie épanouie en fait. Il aide les autres et les autres veulent l'aider et ainsi il est heureux parce qu'il est toujours en bonne compagnie. C'est ça en fait qui fait le bonheur, c'est ça qui fait en fait la compagnie. Ce qui fait le bonheur, c'est en fait la compagnie des amis selon la Boétie. Donc le tyran ne peut pas être heureux puisqu'il n'a pas d'amis et ne peut pas en avoir tant qu'il est un tyran. Pourquoi? Parce que ce qui est fondamental dans l'amitié, déjà, c'est l'égalité. L'égalité est un prérequis essentiel pour qu'il y ait de l'amitié. Ce sentiment en fait d'affection qu'on appelle amitié ne peut se faire qu'entre deux personnes égales. En cas d'inégalité, en cas de pouvoir et de domination qui s'exercent sur un des deux, il n'y a pas d'amitié possible. On ne peut pas avoir de sentiment d'affection envers un maître et lui ne peut pas en avoir envers un serviteur. Je vous lis en fait tout le paragraphe parce qu'il va droit au but. Donc la Boétie il dit « Certainement, le tyran n'aime jamais et n'est jamais aimé. L'amitié est un nom sacré, une chose sainte. Elle n'existe qu'entre gens de bien. Elle naît d'une mutuelle estime et s'entretient moins par les bienfaits que par l'honnêteté. Ce qui rend un ami sûr de l'autre, c'est la connaissance de son intégrité. Il en a pour garant son bon naturel, sa fidélité, sa constance. Il ne peut y avoir d'amitié là où se trouve la cruauté, la déloyauté, l'injustice. Entre méchants, lorsqu'ils s'assemblent, c'est un complot et non une société. Ils ne s'aiment pas, mais se craignent. Ils ne sont pas amis, mais complices. » Donc voilà ce qu'on trouve dans l'amitié en fait. Premièrement, elle est sainte et sacrée, parce que sans elle, la vie ne vaut rien. Donc il faut de l'amitié pour une vie épanouie.
comment la voir, en fait, cette amitié? Comment, en fait, elle se manifeste? Bah, elle se manifeste entre des gens de bien uniquement. Seules des personnes vertueuses peuvent être des amis. Pourquoi? Bah, parce que déjà, l'amitié, c'est un sentiment d'affection, et la Boétie, en aristotélicien, semble dire que l'affection ne devrait se diriger qu'envers les gens vertueux. On a en fait de l'affection envers quelqu'un, signifie en fait qu'on est attiré par quelque chose de vertueux en eux. L'ami, en fait, nous attire par quelque chose de bien, en fait. Premièrement, sa bienveillance envers nous, c'est-à-dire, voilà, enfin, l'ami nous veut du bien, et deuxièmement, il a une intégrité. Il reconnaît certains principes et certaines valeurs, et les respecte. Il est tout sauf hypocrite. Et finalement, il est honnête. La Boétie insiste sur ça, que c'est surtout, en fait, son honnêteté qui attire, plus que ses bonnes actions. Et pourquoi? Bah parce que on peut faire des bonnes actions, mais pour des motivations corrompues. On peut faire le bien, mais seulement parce qu'on cherche à en tirer profit. Et le problème avec ça, c'est que puisque c'est le profit qu'on cherche, alors dès l'instant où faire le bien n'est plus profitable, ben, on ira en fait sans scrupule faire le mal. Du coup, on n'a ni honnêteté ni intégrité. On n'est pas honnête parce qu'on ne veut pas que les autres croient qu'on fait le bien juste pour tirer profit, parce qu'ils se méfieraient de nous, justement. Ils sauront que si faire le mal nous rapporte plus, on le fera. Et donc, du coup, on les trahira, on les manipulera sans aucun regret. Et ça, on n'a pas envie qu'ils s'en aperçoivent. Et on n'a pas d'intégrité parce qu'en fait, bah, on fait croire qu'on respecte vraiment des valeurs et des principes qui ont attiré l'admiration et l'affection des autres, mais on n'hésitera pas en fait à abandonner ces principes dès que l'occasion se présente. Donc l'ami donne finalement une garantie de son intégrité, hein, son bon naturel, sa fidélité, sa consistance, etc. Sa constance plutôt, hein, le fait qu'il est tout le temps en fait constant, que voilà, enfin que il retourne pas la veste et tout ça, et donc ainsi de là une estime mutuelle s'établit. Comme j'estime l'ami, je reconnais en lui ses qualités. Il fait de même pour moi d'ailleurs. Il doit aussi reconnaître mes qualités tant que je leur suis fidèle, bien sûr. Donc, si moi aussi je vise le bien, je veux développer ces qualités en moi. Je les cherche aussi chez les autres, qui eux aussi visent le bien. Donc, estimation mutuelle, bienveillance, intégrité et honnêteté. Est-ce que c'est possible d'avoir ça dans une relation qui est inégale? Ben non. Une relation inégale est par essence tyrannique. Même si la Boétie dit qu'il y a des bons rois, il n'a jamais vraiment donné des exemples concrets hein, de ces bons rois, à part peut-être qu'il a mentionné, peut-être de manière indirecte, Clovis, hein, mais bon, Clovis, non, Clovis était un connard. Bon, il n'a pas en fait expliqué en fait comment une relation inégale peut produire de l'amitié, quoi, même quand il dit qu'il y a des bons rois. Donc, il ne s'est penché que sur les inégalités qui font de la tyrannie. Est-ce qu'il y a des relations inégales qui produisent de l'amitié? Ben, c'est très improbable. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de relations égales qui produisent de la tyrannie. Hein, ça, c'est sûr. Toute tyrannie vient d'une relation inégale et toujours, cette relation n'a pas les critères évoqués de l'amitié. La relation amicale est donc une antithèse en fait à la relation entre tyrans et ces tyrannos, ou bien entre les tyrannos entre eux, quoi. Point par point, celle-ci est vraiment opposée à l'amitié. La relation inégale, la relation tyrannique, elle est opposée point par point à celle de l'amitié. Ce n'est pas la vertu, mais le vice, la cruauté qui attire dans la relation tyrannique. C'est la déloyauté, la cruauté et l'injustice. Il n'y a aucune estime mutuelle, aucune bienveillance, aucune honnêteté ou intégrité. Ce qui caractérise en fait la relation avec le tyran, c'est justement son inconsistance. On ne sait jamais en fait à quoi nous attendre de sa part. L'amitié est basée sur la confiance et l'honnêteté, mais dans le monde des flatteries et des complots, ni le tyran ni le tyranno, aucun des deux en fait ne peut être honnête. Il n'y a donc pas de confiance entre les deux, étant donné que les deux sont mauvais en fait. Donc, comme le dit la Boétie, entre tyrans, on ne s'aime pas mais on se craint. Un groupe formé par des tyrans et des tyrannos, c'est pas une société, c'est un complot, où tout le monde en fait n'est allié que par circonstance. Ils sont juste des complices parce que par hasard, leurs intérêts à un moment arbitraire de l'histoire ont convergé. Du coup, en fait, il y a de quoi s'alarmer lorsque ce modèle relationnel de la tyrannie cherche à s'étendre partout, dans toutes les sphères de la société, comme par exemple le fait le néolibéralisme. Bref, tout ça pour dire que la relation inégale produit de la tyrannie, et que dans la tyrannie, impossible de faire
des amitiés. Et sans amitié, pas de vie bonne ou heureuse. Comme dit la Boétie, chez le tyran, on ne trouve jamais d'amour sûr. Le problème n'est pas tant que Néron n'aimait pas Agrippine ou Poppée. Le problème, c'est que son amour ne nous dit rien sur son intégrité. Et pareil pour Agrippine et Poppée. Lorsqu'elles disent à Néron qu'elles l'aiment, cet amour est uniquement parole. Même leurs actes sans parole, puisque dans la tyrannie, impossible de savoir ce qui est vrai et ce qui est une simple flatterie en fait. Donc Néron ignore si Poppée l'aime vraiment ou si elle le dit pour mieux le manipuler. Et c'est pareil pour elle, comme dit la Boétie, parce qu'étant au-dessus de tous et n'ayant pas de père, il est déjà au-delà des bornes de l'amitié. Celle-ci fleurit dans l'égalité, dont la marche est toujours égale et ne peut jamais clocher. Donc, étant au-dessus de Poppée, ni lui ni Poppée peuvent vraiment s'aimer, et ni lui ni Sénèque ne peuvent être amis. Il est au-dessus des bornes de l'amitié, Poppée et Sénèque ne peuvent pas être ses pairs. Du coup, même si Sénèque est un homme de bien, il ne peut ni aimer ni être aimé par un Néron. Toutes les déclarations d'amour sont juste vides de sens. Il n'y a pas en fait de vérité dans le « je t'aime si j'ai le pouvoir de t'exécuter à tout moment ». Et il n'y a pas en fait de vérité dans « je t'aime » lorsque je dis ça à un bourreau non plus. Sauf si c'est un « je t'aime » de pitié, hein, lorsque un martyr chrétien dit « je t'aime » à son bourreau. Hein, genre « je t'aime » dans le sens de tu as encore droit à la rédemption, il n'est pas trop tard, voilà. Mais ce n'est pas en fait l'amour dont parle la Boétie. Donc il n'y a que dans l'égalité que l'amitié est possible. L'amitié demande un minimum de bonne foi entre les membres. Or, une bonne foi est toujours liée à l'égalité. Même entre voleurs, nous dit la Boétie, cette bonne foi peut exister lorsqu'ils doivent se partager le butin. Ils savent que malgré leurs activités et le mal qu'ils commettent, au moins entre eux, ils doivent être vertueux, sinon leur force diminue. Donc, lorsqu'on termine lorsqu'on termine le cambriolage, par exemple, on doit retourner à notre nature, du moins avec nos complices. Il faut partager équitablement, car si on applique entre nous, entre les voleurs, quoi, ce qu'on applique envers nos victimes, on va tous crever. Et il y a donc une prise de conscience de la nature humaine, même chez ceux qui font le mal, en fait. Or, le tyran, il est dans une autre position. Au moins, en fait, le voleur, il a encore un peu... il est encore, en fait, capable de ressentir cet appel en fait de l'égalité, tu vois, genre la rédemption du voleur reste toujours possible parce qu'il a des pairs en fait. Alors que le tyran, lui, il n'a pas de compagnon. Il n'a pas de compagnon avec qui il partage une certaine égalité et qui peuvent en fait le renvoyer à son inconsistance et en fait, ils peuvent en fait ensemble s'aider à retrouver la vertu. Certes, ce n'est pas par amour, mais parce qu'ils se craignent les uns les autres qu'ils doivent se considérer comme égaux. Si la crainte permet encore à quelques-uns d'exprimer l'égalité, alors pourquoi pas, hein? Pourquoi pas si en fait par cette crainte, on peut expérimenter l'égalité, on peut faire l'expérience de l'égalité, et par là, en fait, développer en fait un amour pour les autres, plutôt que juste, en fait, on est égaux parce qu'on se craint. Et donc, du coup, la tyrannie, par contre, n'a aucun père. Donc, si la crainte est acceptable dans certaines conditions, parce qu'elle peut, en fait, parce que ceux qu'on craint, on peut aussi les reconnaître comme nos égaux, c'est pervers, oui, mais c'est un moindre mal qui peut ensuite nous réhabiliter à l'égalité et retrouver l'amour, en fait. Mais la crainte que suscite le tyran, elle est tout autre. Elle ne permet pas du tout d'expérimenter l'inégalité, l'égalité, pardon, ne permet pas du tout d'expérimenter l'égalité, il est complètement en fait isolé ce tyran, et donc n'a rien pour mettre un frein à ses ambitions. Au moins le voleur se donne une limite lorsqu'il se réunit avec ses pairs. Par contre, qui peut freiner la dégénérescence du tyran? Aucun de ces tyrannos ne peut stopper sa chute en fait. Ils peuvent se craindre entre eux comme les voleurs, et donc peut-être comprendre que ce qu'il fait, c'est une absence, ce qu'il faut, pardon, c'est une absence de tyrannie, pas juste une absence de tyran, avec toujours l'ambition de le remplacer. Mais la crainte d'un tyranno envers un autre du même rang, elle est déjà différente de celle du voleur envers un autre, puisque un voleur a moins d'ambition et de tentation qu'un tyranno. Mais elle est aussi différente de nature de celle envers le tyran. Quand le tyranno craint le tyran, il n'a pas peur que la force de l'union avec le tyran se réduise, alors que le voleur, si. Le voleur a peur parce qu'il sait qu'avec l'autre voleur, avec son père, quoi, père PAIR, il forme une alliance.
et qu'ils sont plus forts ensemble. C'est ça en fait qu'il ne veut pas perdre, c'est cette union, c'est cette entraide. Il y a un besoin mutuel de chacun. Le tyranno par contre, il a seulement peur pour sa vie. Le voleur doit compter sur l'autre parce qu'il sait que l'autre voleur aussi a besoin de lui. Voleur A sait que sans voleur B, il serait moins fort pour survivre. Et voleur B le sait aussi. Par contre, le favori du tyran sait que le tyran n'a pas besoin de lui. Les favoris d'un tyran ne peuvent jamais compter sur lui parce qu'ils lui ont eux-mêmes appris qu'il peut tout, qu'aucun droit ni devoir ne l'oblige et qu'il est habitué à n'avoir pour raison que sa volonté, qu'il n'a pas d'égal et qu'il est le maître de tous. Voilà, du coup, les favoris du tyran, en voulant s'en rapprocher, ils se jettent eux-mêmes dans la gueule du loup, en fait. Pour rappel, c'est eux qui lui donnent toute sa force à ce tyran. Ils le font pour espérer gagner quelque chose en retour. Les moutons qui offrent leurs frères et toute la prairie au loup, parce qu'ils croient que le loup va leur donner plus d'herbe à brouter. Mais on a vu que ce qu'ils trouvent, ce n'est pas plus d'herbe à brouter en fait, mais que eux aussi ils vont se servir de festin. Alors que ce loup ne peut rien faire à tous ces moutons en fait. Il suffit juste de ne pas le servir et le loup il va s'effondrer. Du coup les favoris qui vont vers le tyran, ils sont cons en fait. Parce que l'expérience a été reproduite un nombre incalculable de fois. On le sait maintenant. Ce n'est pas la peine de vouloir refaire l'expérience ou croire qu'avec toi ça va être différent. Que toi en fait tu vas être l'exception, que toi le tyran sera vraiment en fait ton ami et ne va pas te dévorer. Surtout qu'en plus, on s'en tape en fait. Parce que pour faire ton expérience, il faut envoyer tant de personnes aux enfers et à l'esclavage et à la servitude. Même si tu obtiens, toi, l'amitié du tyran, je ne pense pas que ça vaut toutes les vies sacrifiées dans les guerres, toutes les vies détruites dans l'esclavage, dans la servitude, juste pour que tu puisses profiter sans crainte de la cruauté d'un tyran. Voilà en fait la stupidité de tous ceux qui soutiennent de près ou de loin la tyrannie, malgré les exemples historiques qui ne finissent pas, malgré les démonstrations que ça ne vaut pas les sacrifices, malgré tout ça, il continue à lui donner les nations et les royaumes. N'est-il pas déplorable que malgré tant d'exemples éclatants, sachant le danger si présent, personne ne veuille tirer le sang des misères d'autrui et que tant de gens s'approchent encore si volontiers des tyrans, qu'ils ne s'en trouvent pas un pour avoir la prudence et le courage de leur dire, comme le renard de la fable au lion qui faisait le malade, « J'irai volontiers te rendre visite dans ta tanière, mais je vois assez de traces de bêtes qui y entrent, quant à celles qui en sortent, j'en en vois aucune. » Donc là, la fable du lion et du renard, c'était en fait une fable d'Ésope, le fabuliste grec du VIe siècle avant Jésus-Christ, et puis La Fontaine la reprendra dans ses fables à lui un siècle plus tard. Un siècle plus tard par rapport à la Boétie, pas un siècle plus tard par rapport à Ésope. Donc la fable du lion du lion malade et du renard, c'est en fait un lion qui, comme il vieillit, il devient faible et ne peut plus en fait attraper ses proies par la force. Il ne peut plus courir et tout ça, et donc il va utiliser la ruse. Il prétend qu'il est malade et il va demander de l'aide. Du coup, les animaux vont le voir dans sa tanière pour l'aider, et donc ils se rapprochent un petit peu, et donc là, quand ils sont à bout portant, il les mange, quoi. Donc il a voulu tenter le coup avec le renard, et celui-là a répondu qu'il voit beaucoup d'animaux entrer chez le lion, mais aucun n'en sort. Et donc c'est pareil avec le tyran. Les favoris vont vers lui pensant qu'il va les enrichir, et au final, ils se font juste buter et bouffer, peu importe le nombre de fois où c'est arrivé, le nombre d'exemples dans l'histoire, il est flagrant, et pourtant tous ces tyrannos, ils n'ont pas l'air de comprendre en fait. Ils continuent à être attirés par l'appât, par les trésors du tyran, et espèrent en recevoir tant qu'ils agrandissent en fait sa fortune. Mais ils sont comme en fait les poissons qui sont toujours attirés par une lueur dans les profondeurs obscures de l'océan, jusqu'à s'apercevoir trop tard que c'était en fait l'antenne d'un prédateur pour les attirer vers lui, quoi. Et donc la métaphore que donne la Boétie, il donne une autre métaphore, pas juste le lion et le renard, mais il donne aussi celle d'un papillon qui voit le feu briller, et donc du coup il se jette dedans parce qu'il le trouve beau, mais il découvre en fait qu'il brûle, quoi. Et donc la Boétie donne une référence à cette métaphore. Il dit que c'est de Lucain,
mais j'ignore qui c'est. Hein. Est-ce que c'est Lucien, le satiriste romain? Parce que j'ai pas de souvenir qu'il a parlé de papillon dans ce sens-là. Dans l'édition Flammarion et dans l'édition anglaise, il y a un autre nom. Il dit le poète Toscan. Et dans les notes de bas de page, ils disent que c'est Pétrarque, le poète italien du XIVe siècle, et ils disent que c'est une référence à son 17e sonnet de son canzonière. Donc la canzonière, c'est le recueil de 366 poèmes de Pétrarque. Le problème, c'est que le 17e sonnet ne parle pas du tout d'un papillon, mais d'un poète qui souffre du départ de sa bien-aimée, hein, la fameuse Laura de Pétrarque. Quand elle est là, en fait, tout va bien, et quand elle s'en va, bah, c'est tout son monde qui s'écroule. Et dans le sonnet, il y a une allusion, en fait, au feu du désir et l'amour qui le consume. Donc, est-ce que c'est ça, en fait? Est-ce que la référence, c'était en fait la référence au feu qui consomme, plutôt qu'au papillon? Je sais pas. Je sais pas, la Boétie, en fait, s'est inspirée de cette allusion au feu qui consume, et la métaphore du papillon, est-ce qu'elle vient de lui? Ça, voilà, je sais pas. Donc, bref, c'est pas important. Donc, le tyran, on peut dire que c'est comme ce feu, en fait, qui attire le papillon. Une autre métaphore, cette fois-ci, en fait, de la mythologie grecque, c'est le satyre, en fait, qui voit le feu de Prométhée, et là, pareil, il est attiré par ce feu, et il l'embrasse, mais voilà, enfin ça le brûle. Alors le satyre, en fait, dans la mythologie grecque, c'est une créature constituée d'un corps humain, de cornes et des pieds de chèvre. Et Prométhée, c'est le titan qui a donné aux hommes le feu, et qui s'est retrouvé enchaîné dans les montagnes du Caucase par Zeus pour avoir volé le feu des dieux. Et Zeus, en fait, a fait qu'un aigle vienne dévorer tous les jours le foie de Prométhée. Et donc bon, vous avez un peu compris le truc, hein, tous les favoris du tyran sont alléchés par cette lueur, ils s'approchent sans s'apercevoir qu'ils se jettent dans une flamme qui ne peut manquer de les dévorer. Donc voilà ce que c'est que de vivre dans la tyrannie, hein. C'est se donner complètement à son propre bourreau. Les favoris, en fait, peuvent essayer d'échapper au tyran, hein. Ils peuvent essayer d'échapper au feu et au lion qui les attend dans la tanière, mais comme on a dit, en fait, tous les exemples historiques indiquent qu'aucun n'échappe au tyran une fois qu'on s'en approche, quoi. Et la Boétie dit que même s'ils échappent au tyran actuel, puisque eux, en fait, ils n'ont pas l'intention de renverser la tyrannie et retourner, en fait, dans l'état de nature où les hommes sont libres et égaux, alors un nouveau tyran prendra la place de celui auquel ils ont échappé, quoi. Et là, il y a deux possibilités. Soit ce nouveau tyran n'est pas un tyran, mais un bon roi, et donc ils doivent expier de leurs fautes et leur complaisance avec le tyran précédent. Ils doivent donc faire face à la justice. Ou alors le nouveau tyran est aussi mauvais ou pire que l'ancien, et donc là, voilà, c'est rebelote. D'ailleurs, la Boétie dit qu'à chaque fois qu'un tyran remplace l'ancien, ce nouveau tyran arrive avec ses nouveaux favoris à lui. Donc déjà, même les favoris, même entre favoris, en fait, c'est la guerre, mais en plus, les nouveaux demandent toujours des postes plus hauts et prestigieux que ceux des anciens favoris. Et donc, ils demandent plus de richesse, plus de plaisir, ce qui implique un tyran plus cruel que le précédent, et donc, il dévorera aussi les actuels, mais aussi les précédents, hein, et de la manière la plus inhumaine possible, bien évidemment, puisqu'il sera plus cruel que l'ancien. Il leur arrachera leurs biens et leur vie sans le moindre scrupule ou la moindre pitié, quoi. Donc, vivre à côté d'un tyran ou à ses crochets, pour la Boétie, c'est tout simplement de la folie. Il faut être vraiment con, en fait, pour vouloir vivre dans de telles conditions. Tout ça pourquoi? Tout ça pour des sous qui ne sont même pas à nous, quoi. Donc il dit: se peut-il donc qu'il se trouve quelqu'un qui, face à un tel péril et avec si peu de garantie, veuille prendre une position si malheureuse et servir avec tant de souffrance un maître si dangereux? On arrive donc à la conclusion. La conclusion donc de la Boétie, c'est qui voudrait vivre ainsi, en fait? La vie décrite, en fait, du tyranno ou celui qui soutient la tyrannie est tout sauf plaisante. Au contraire, en fait, elle est à éviter à tout prix. Leur vie est tellement misérable que la Boétie les considère des martyrs à ce niveau. Il dit: quelle peine, quel martyr, grand Dieu! Être occupé nuit et jour à plaire à un homme et se méfier de lui plus que de tout autre au monde, avoir toujours l'œil aux aguets, l'oreille aux écoutes, pour épier d'où viendra le coup, pour découvrir les embûches, pour tâter la mine de ses concurrents, pour deviner le traître,
sourire à chacun et se méfier de tous, n'avoir ni ennemi ouvert ni ami assuré, montrer toujours un visage riant quand le cœur est transi, ne pas pouvoir être joyeux ni oser être triste. Donc voilà en fait le prix de la servitude, être obligé de toujours sourire lorsqu'on a le cœur transi, montrer en fait toujours au tyran ce qu'il veut voir, l'anticiper dans ses pensées, dans ses désirs, exister entièrement pour lui, devenir carrément son avatar en fait à ce niveau. Mais pourquoi s'infliger tout ça? Encore une fois, en fait, tous ces malheurs que subissent les favoris, tous ces maux, ne leur sont pas imposés en fait. C'est eux-mêmes qui vont vers le tyran. Même si c'est lui qui les appelle, rien ne les oblige en fait à l'écouter. Quand on a dit le tyran n'a rien que des favoris, n'a rien que ce que ses favoris lui donnent plutôt. Tout ce qu'il possède, tout le pouvoir dont il jouit, il l'a reçu des mains de ses favoris. Et ainsi, en fait, en réalité, ce discours de la servitude volontaire, ce discours-là, il n'est pas en fait tourné. Il n'est pas tourné vraiment contre le tyran, c'est pas vraiment un contre-un, mais contre ses tyrannos, contre ses favoris, et ceux en fait qui sont sous leurs ordres. Le problème chez la Boétie, ce n'est ni le peuple, ni le tyran. Plutôt en fait, si le problème est dans le peuple, c'est en fait que c'est parce que le peuple en fait a sorti ses tyrans, que ces tyrannos plutôt, que les tyrannos en fait ils sont venus du peuple. Et donc du coup, ce n'est pas en fait ce qu'il y a au bout de la chaîne qui dérange la Boétie, mais plutôt en fait c'est les maillons entre le premier et le dernier maillon de la chaîne. C'est ceux en fait qui gouvernent et qui sont en fait la cause du malheur plutôt que le peuple ou le tyran. Le tyran est mauvais selon la Boétie, mais il ne peut rien faire s'il n'a pas tous ses complices. Et comme on a vu, en fait, le peuple, si par le peuple on parle de la population qui ne tyrannise personne, mais sur qui s'exerce la tyrannie, alors ils sont les plus heureux des trois. Donc c'est surtout les tyrannos qui sont visés par le discours. Et il donne raison d'ailleurs au peuple, parce que le peuple semble en avoir conscience. Il dit, ce n'est pas le tyran que le peuple accuse du mal qu'il souffre, mais bien ceux qui le gouvernent. Donc c'est à eux que le peuple crie « arrêtez de tout donner au tyran, arrêtez d'être con » en fait. Le peuple sait que ces tyrannos sont misérables parce qu'ils n'ont rien à gagner de leur cruauté. Ce qui leur renvient en fait de leur tourment, ce qu'ils peuvent vraiment attendre de leur peine et de leur vie misérable, c'est de la fiente en fait, c'est des illusions. Rien des privilèges qu'ils espèrent obtenir en travaillant pour le tyran n'a la moindre réalité. Il est donc normal que les peuples s'indignent quand ils voient cette escroquerie, parce que c'est eux qui produisent et possèdent tout ce que ces tyrannos donnent aux tyrans. C'est sur eux, en fait, que toute la merde revient par les ambitions de ceux qui gouvernent, et ce n'est même pas pour des choses substantielles, en fait, juste pour des vanités et des chimères. Et ainsi, en fait, la Boétie acclame le peuple qui est lucide dans tout ça, qui sait en fait qui est l'ennemi et les condamne en fait de la façon la plus violente possible. C'est les tyrannos, ces favoris qui s'empressent de tout donner aux tyrans. Il dit, ceux-là, les peuples et les nations, tous à l'envie, jusqu'aux paysans, jusqu'aux laboureurs, connaissent leur nom, décomptent leurs vices. Ils amassent sur eux 1000 outrages, 1000 insultes, 1000 jurons. Toutes les prières, toutes les malédictions sont contre eux. Tous les malheurs, toutes les pestes, toutes les famines leur sont comptées. Et s'il en fait parfois semblant de leur rendre hommage, dans le même temps on les maudit au fond du cœur et on les tient plus en horreur que des bêtes sauvages. Voilà la gloire, voilà l'honneur qu'ils recueillent de leur service auprès des gens qui, s'ils pouvaient avoir chacun un morceau de leur corps, ne s'estimeraient pas encore satisfaits, ni même à demi consolés de leur souffrance. Même après leur mort, leurs survivants n'ont de cesse que le nom de ces manches-peuples ne soit noirci de l'encre de 1000 plumes et leur réputation déchirée dans 1000 livres. Même leurs os sont pour ainsi dire traînés dans la boue par la postérité, comme pour les punir encore après leur mort de leur méchante vie. Du coup, comment comprendre cette citation par rapport à la violence et la servitude volontaire? Déjà, niveau violence, clairement, il y en a. La division de la société chez la Boétie, peuple, tyranno, tyran, peuple, tyranno, tyran.
Donc cette division semble indiquer ici que le peuple, hein, celui sur qui s'exerce la domination, n'est pas responsable de sa situation. Et ainsi, en fait, ce discours n'est pas tant adressé aux paysans et aux ouvriers, mais à ceux qui profitent de la tyrannie. Cela, en fait, donne le pays entier aux tyrans qui, sans eux, sa cruauté serait inoffensive. Donc le discours semble s'adresser à eux plutôt qu'au peuple. Hein. S'il s'adresse au peuple, c'est juste, en fait, au cas où, en fait, le peuple ne serait pas au courant de ces trucs-là, ou que le peuple, en fait, participe inconsciemment à cette domination. On peut même dire que le discours, en fait, de la Boétie, en vertu de ce paragraphe qu'on vient de lire, se présente comme émanant, en fait, de la bouche du peuple, lorsque le peuple en question, c'est un peuple qui est éclairé. Le peuple dirait donc aux tyrannos de ne pas servir le tyran. Mais ce peuple semble être violent envers ces tyrannos. Il les insulte de toutes sortes de malédictions et d'obscénités, hein, même qui les blâme pour la famine, pour tous les malheurs du monde, en fait. Et donc, à moins que la Boétie ne parle que de la violence physique, mais il serait étonnant, en fait, de concéder à toute une foule le droit d'être en colère, comme décrit dans le paragraphe, mais lui interdire la violence physique face à ces tyrannos. Le propos de la Boétie concernant la servitude volontaire semble être ceci: si la servitude est volontaire, alors il suffit de ne pas servir pour être libre. Lorsqu'au début du discours, il disait qu'on n'a pas besoin, en fait, de s'en prendre au tyran, mais seulement de refuser de le servir, il parlait, en fait, des tyrannos, puisque c'est eux qui servent le tyran et non pas le peuple. Du coup, c'est plutôt eux qui doivent faire la désobéissance civile. C'est aux flics de ne pas user de la force et de refuser de frapper le manifestant que l'inverse, en fait. Le peuple, lui, n'a de pouvoir que de faire pression sur ceux qui gouvernent pour que ceux-là ne servent plus le tyran et retirent leur soutien. C'est en gros du boycott, quoi. Il faut faire pression, parfois des pressions violentes, pour que ceux qui soutiennent, par exemple, Israël et qui financent le génocide ne le font plus, qu'ils arrêtent de servir. Le sort que la Boétie réserve aux tyrannos, même s'il ne parle pas vraiment de violence physique, reste quand même très violent. La Boétie dit clairement que les tyrannos sont des manches peuples. Ils dévorent les peuples, les privent de tous les biens pour les rapporter aux tyrans. Et c'est d'ailleurs un terme qui vient d'Homère, qui vient de l'Iliade. Au premier chant, Achille, il insulte Agamemnon avec ce terme. Il le traite de Démoboros. Alors Démoboros, ça veut dire le dévoreur des peuples. Au début de l'Iliade, il y a une dispute entre Achille et Agamemnon parce que Agamemnon lui a pris Briséis, donc une femme qu'Achille avait reçue comme prix d'honneur pendant la guerre de Troie. Et donc ce n'est pas seulement une affaire personnelle, c'est une atteinte à son statut et à son kléos, c'est-à-dire la gloire. Et Achille allait tuer Agamemnon pour ça. Mais Athéna intervient et l'en dissuade parce qu'il y a une guerre à gagner quand même, hein, et l'honneur d'Athéna et Héra sont en jeu, en fait, parce qu'ils n'ont pas reçu le prix dans un concours de beauté. Et en fait, voilà. En fait, toute la guerre de Troie n'a pas commencé parce que Paris a kidnappé Hélène, mais parce que Paris a donné à Aphrodite une pomme que Héra et Athéna voulaient. Hein. Et en gros, la pomme, c'était le prix d'un concours de beauté entre les trois déesses, et comme Paris, prince de Troie, l'a donné à Aphrodite, les deux autres, Héra et Athéna, ils ont juré de détruire Troie pour se venger, quoi. Donc, Athéna dit à Achille de ne pas tuer Agamemnon parce que ça va les empêcher de détruire Troie. Donc, comme il ne peut pas le tuer, il le clash, quoi. Il le clash dans un gros monologue où il lui balance cette insulte de mangeur de peuple. Donc, Achille l'accuse, en fait, d'abuser de son pouvoir, de mépriser les guerriers qui se battent pour lui et d'être égoïste dans sa façon de régner. C'est comme ça, en fait. C'est comme si, en fait, Achille lui disait « Tu es censé nous guider et nous honorer, mais tu ne fais que nous utiliser pour ton propre profit. » Voilà, donc c'est une métaphore qui suggère qu'Agamemnon exploite ou se nourrit de son propre peuple, qu'il consomme, en fait, leur force, leur loyauté et leur sacrifice sans rendre justice ou sans bien les diriger, quoi. Ça le dépeint comme un chef avide et injuste qui nuit à ceux qu'il est censé protéger. Donc, comme Agamemnon, il mérite, en fait, que les tyrannos, méritent qu'on les insulte, qu'on les attaque de toutes parts, dans tous les livres, qu'on salisse leur réputation. Ça c'est un peu dommage, hein, pour l'impasse 54. Les Tunisiens savent de quoi je parle. Qu'on ne leur, en fait, rend aucun hommage et que leurs os soient même traînés dans la boue pour toujours. Donc, même si on ne peut pas, en fait, les attaquer physiquement, ce n'est probablement
pas parce que comme dit c'est pas parce que, comme dit la Boétie, c'est pas bien, on ne devrait pas en fait les attaquer physiquement, mais plutôt parce qu'il dit que les châtiments physiques ne sont pas suffisants, ils ne sont pas suffisants pour expier leurs fautes et ne procurent aucune satisfaction pour le désir de vengeance du peuple. Donc pas parce que la vengeance c'est pas bien, mais parce que parce qu'en fait c'est à ce point que leur crime est grave en fait. Ils ont tellement merdé que même en fait leur arracher des bouts de leur corps ne nous rendra pas justice en fait. Ça me paraît quand même assez violent, hein. La Boétie parle d'outrage, d'insultes et de jurons à leur encontre. Il leur souhaite en fait toutes les malédictions et que toutes les malédictions s'abattent sur eux parce que eux ils sont responsables de toutes ces malédictions. Ils souhaitent que la peste s'abatte sur eux parce qu'eux ils sont responsables de toutes les épidémies de peste. Et donc en tout cas, voilà, c'est quand même très très violent et ça me semble pas très pacifique tout ça. La non-violence, c'est plutôt envers le tyran, hein, j'ai l'impression, qu'envers ses manches-peuples, hein, parce qu'en fait le tyran, en fait, il ne fait rien tout seul, ce n'est que à travers ses manches-peuples que lui, il arrive en fait à avoir la moindre domination. Donc c'est plus envers eux que le discours en fait est tourné. C'est eux plus que le tyran en fait qu'il qualifie de mange-peuple. Donc il semble que c'est vers eux que le discours est tourné, et c'est eux en fait qui font l'acte de la servitude volontaire, hein, c'est eux qui donnent tout au tyran, et en fait la Boétie n'est pas contre le tyran, mais contre ceux qui lui permettent d'étendre son pouvoir et son influence. Donc c'est eux qui en sont responsables parce qu'ils l'ont fait volontairement, quoi. Il n'y a rien en fait qui les a forcés à aller en fait servir le tyran. Donc il n'est pas contre le roi ou la monarchie, hein. Pour lui en fait le problème est plus profond que la nature du régime politique. Pour lui en fait le problème c'est ceux qui vont servir volontairement auprès du tyran pour ramasser une gloire éphémère. C'est un sacrilège pour la Boétie, hein, parce qu'ils ont fait le pire des crimes, et ils ont commis le pire des crimes, qui est dénaturer leur humanité par leur propre volonté déjà, rejeter les cadeaux de la nature et de Dieu, hein, par simple cupidité. Ils ont non seulement abandonné leur propre liberté, mais en plus ils ont entraîné la liberté des autres avec eux. Et ainsi en fait ces manches-peuples, ils ont une place spéciale en enfer selon la Boétie. Dieu ne les laissera pas impunis selon lui. Et c'est avec ça qu'il conclut son discours, avec l'idée que Dieu leur réserve un châtiment particulièrement cruel, aussi cruel qu'ils l'ont été après leur mort. Et cette conclusion a d'ailleurs suscité des débats parce que beaucoup trouvent qu'elle est assez inattendue. Certains pensent que c'est une clause de prudence, hein, et d'autres que c'est une addition d'une plume étrangère. Mais voilà, je vous la lis quand même. Donc il dit « Apprenons à bien faire, levant les yeux vers le ciel pour notre honneur ou pour l'amour de la vertu, mieux encore pour ceux du Dieu Tout-Puissant, fidèle témoin de nos actes et juge de nos fautes. Pour moi, je pense, et ne crois pas me tromper, puisque rien n'est plus contraire à un Dieu bon et libéral que la tyrannie, qu'il réserve là-bas tout exprès pour les tyrans et leurs complices, quelques peines particulières. » Voilà donc comment se termine le discours de la servitude volontaire. Il se termine avec un avertissement, hein, que Dieu est témoin de ce que nous faisons, qu'il a demandé à la nature de nous faire libres et égaux, et parce que c'est ça en fait qui est bon pour l'homme. Donc tous ceux qui retirent la liberté, tous ceux qui perturbent l'égalité instaurée par Dieu, tout cela en fait, il devrait être, c'est tout cela en fait qui devrait être des hérétiques. L'homme est donc né pour être libre et à égalité avec tous ses frères. Si dans certaines conditions en fait, il peut être réduit à la servitude par la force, cette servitude ne peut jamais durer tant qu'il n'y concède pas en fait. Or c'est précisément ce que fait le tyranno. Il cède à la tyrannie du tyran en espérant trouver quelque chose dans son intérêt, quoi, espérant la tourner en sa faveur. Et en ce faisant, il cause l'asservissement de ses autres frères, dont également plusieurs se soumettent volontairement à ses caprices à lui, espérant qu'ils en tirent aussi quelque chose, ce qui en fait constitue en fait le blasphème ultime pour la Boétie. Ce qui l'indigne, c'est de voir les tyrannos, ces idiots, s'asservir volontairement sans qu'on les oblige, et qui peuvent non seulement gagner leur liberté, mais aussi celle de tous ceux qu'ils ont entraînés dans leur vice, simplement en arrêtant de servir le tyran, mais ils refusent de le faire. Pourquoi ?
alors qu'il suffirait juste en fait de ne pas vouloir, alors que tout ça en fait n'est qu'une question d'une simple volonté. Honnêtement, je l'ignore et je vous laisse en décider et peut-être en débattre dans les commentaires si vous voulez. Et voilà, comme ça, on vient de terminer ce petit bijou, le discours de servitude volontaire par Étienne de la Boétie. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour commencer une nouvelle lecture, cette fois-ci un livre un peu plus long que ça va nous prendre une vingtaine de semaines pour tout lire, qui va aussi traiter de liberté et de philosophie politique. Donc voilà, je vous vois la semaine prochaine pour commencer une nouvelle lecture. Et donc comme d'hab, abonnez-vous, le petit pouce bleu, sonnez la cloche, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir.